peur était minime. J'en faisais le minimum possible. J'étais assis correctement sur le fauteuil, le dos droit. Contre le mur, j'étais assis. Sur ce fauteuil, je regardais par la fenêtre, je ne voyais rien, il faisait noir. Il faisait noir, je ne voyais rien, j'étais assis sur le fauteuil correctement. Bien installé, j'avais mon livre en main. Je tournais les pages et de temps en temps, je me léchais le bout des doigts pour pouvoir tourner la page. Pour pouvoir tourner la page de temps en temps, ce livre que je lisais. Je tournais la page, je me léchais le bout des doigts. J'arrivais à un chapitre, et puis ensuite, je repartais, je fermais mon livre sur le côté, j'allais à la fenêtre. J'avais peur, je savais qu'il y avait quelque chose derrière. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière, j'avais peur, mais je n'osais pas le faire. Je n'osais pas le faire, franchir le pas et aller dehors. J'en faisais le minimum possible pour ne pas effrayer les animaux. Pour ne pas effrayer les animaux, les oiseaux, le chien, le chat et les chevaux qu'il y a dans la grange, j'en faisais le minimum possible. J'avais peur. J'étais là, assis sur ce fauteuil, et je regardais cette fenêtre auquel je ne voyais même plus les rambardes sur les côtés. Je ne voyais même plus les rambardes sur les côtés et je regardais cette fenêtre. J'y étais assis, droit. J'y étais assis droit sur ce fauteuil et je regardais la fenêtre. Il faisait tellement noir que je n'arrivais même pas à voir les séparations en bois. Je regardais les arbres dehors et de temps en temps je voyais la lumière de la lune arriver toute proche de la fenêtre. Toute proche de la fenêtre, je voyais la lumière de la lune arriver. De temps en temps, j'apercevais quelques branches, quelques arbres qui étaient tout proches de la fenêtre. Mais à travers la fenêtre et au travers des rambardes de la fenêtre, je n'arrivais à rien d'autre que voir que le ciel noir. Je n'arrivais à rien d'autre voir que le ciel noir dehors. Cela me faisait peur, j'en faisais le minimum possible. Je levais les yeux et j'avais peur, j'avais ce froid dans la poitrine, comme en dessous de mes seins, en dessous de ma poitrine, comme en dessous de mes seins, en dessous de ma poitrine, j'avais ce froid, et je mettais ma main sur ma gorge, juste au-dessus de ma poitrine, comme si j'avais l'intention de tousser. Comme si j'avais l'intention de tousser, je mettais ma main sur ma poitrine. J'avais ce froid juste en dessous de ma poitrine, en dessous de mes seins. Je ne me sentais pas bien, je me sentais mal, et je regardais par la fenêtre, je sentais qu'il y avait quelqu'un. Je regardais devant moi, et finalement j'ai baissé les yeux vers mon livre. J'ai tourné la page et j'ai continué à lire quelques chapitres. Quelques chapitres plus tard, la lune avait disparu, il faisait entièrement noir dehors. J'ai regardé les arbres, ils étaient toujours là. Il y avait une branche qui frappait contre la fenêtre, alors qu'aucun arbre n'était si proche de la fenêtre. Je me suis mis alors dressé contre le mur. Dressé contre le mur, je me suis mis. Je suis resté là, contre ce mur très longtemps, jusqu'à ce que je me mette trop proche du mur pour pouvoir éteindre avec mon dos l'interrupteur. Il faisait ainsi noir. Pour ainsi dire, il faisait ainsi noir à l'intérieur. Je m'étais mis tellement proche du mur que j'avais peur, et que la lumière s'était éteinte avec mon dos, appuyant sur l'interrupteur. J'avais tellement peur. Il faisait noir, pour ainsi dire, à l'intérieur. Je regardais mon livre qui était posé à la page à laquelle je m'étais arrêté sur le fauteuil. Ensuite, je regardais par la fenêtre, il n'y avait toujours rien. Aucun arbre, il n'y avait que le noir, le néant. Ce n'était rien que du noir. Je n'arrivais même pas à percevoir la limite entre le sol et entre le ciel. Je n'arrivais même pas à percevoir cette limite entre le ciel et entre le sol. Je n'arrivais pas à percevoir quoi que ce soit. Même pas les arbres, même pas les autoroutes au bord des routes. Même pas les voitures qui roulaient, même pas leurs phares. Encore moins le moulin à vent qu'il y avait à côté. Je n'arrivais pas à percevoir le moulin à vent qu'il y avait sur le côté. Je n'arrivais même pas à voir si les hélices étaient en train de tourner. Je n'arrivais pas à voir les champs, encore moins la limite entre le ciel et entre le sol. Il n'y avait presque pas la rue sur le côté. La rue n'était presque pas là. Il y avait quelque chose juste à côté, comme une ombre qui me regardait, mais tellement infime et tellement peu présente que je n'arrivais pas à la voir. Je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre. J'ai toussé. Une fois, 2 fois en mettant ma main sur ma poitrine. J'avais peur, j'avais l'impression d'étouffer. Je me sentais oppressé, j'avais l'impression que quelqu'un avait sa main posée sur ma gorge. Je me suis assis par terre et contre le radiateur, je sentais la chaleur. Qui plus je sentais la chaleur, venait me rafraîchir. Venait me rafraîchir un vent froid qui rentrait dans la pièce. Mais plus je sentais la chaleur, plus je me sentais moins oppressé. Je me sentais plus rassuré. Je me sentais plus rassuré, plus je sentais la chaleur auprès de moi.
Il y avait ce vent glacial à l'intérieur qui venait me faire peur tout de même. J'avais peur et l'impression qu'une personne tenait sa main serrée sur ma gorge, sur ma trachée et sur mes poumons. Je mettais ma main à l'endroit exact où j'avais l'impression que cette main était posée. Il n'y avait rien, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un, quelque chose à côté de moi. Soudainement, mon chien est venu à côté de moi. Mon chien noir, qui s'appelle Courage, est venu à côté de moi. Il m'a léché le visage et j'ai souri très légèrement. Il m'a léché le visage, j'ai souri très légèrement. Courage est parti, il s'est assis à côté de moi. À côté de moi, Courage était là. Je le caressais dans le sens du poil et il regardait par la fenêtre. Je ne voyais rien, mis à part un léger courant d'air à l'intérieur qui faisait tourner. Mis à part ce léger courant d'air à l'intérieur qui faisait tourner la petite hélice, le petit ventilateur qui était sur stop. Mis à part la petite hélice du ventilateur qui était sur stop par terre. Mis à part ça, le courant d'air froid faisait tourner les hélices du ventilateur. Je le regardais et Courage était juste en face de moi. Courage était en face de moi. Il était allongé et moi, c'est en le regardant que je regarda ensuite les hélices tourner. Le vent était de plus en plus fort, je regardais encore une nouvelle fois les hélices et elles tournaient. À l'intérieur, il faisait froid et je suis sorti. J'ai ouvert la fenêtre et je me suis demandé s'il faisait aussi froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une nouvelle fois, je regardais les hélices. Cela m'impressionnait qu'il y avait tant de vent à l'intérieur. Il regarda les hélices avec moi. Courage se mit à regarder les hélices avec moi. Un chien noir que je caressais dans le sens du poil. Il s'était mis alors sur mes jambes, j'avais croisé les jambes et je m'étais assis et adossé contre le mur. En dessous de mon fauteuil, le livre près de moi, adossé contre le mur, les jambes tendues. Il s'était mis sur moi, la tête penchée. Il releva seulement un instant la tête et regarda par la fenêtre. Rien, je ne vis rien. Seulement quelques ombres qui étaient presque imperceptibles. Seulement quelques ombres qui étaient presque imperceptibles. Je regardai ensuite par la fenêtre, et là rien, juste un vent glacial qui rentrait, faisant tourner les hélices que Courage regarda avec moi. J'étais face aux hélices du ventilateur. J'étais face aux hélices de ce ventilateur. À côté, il y avait une pelle qui était tombée par terre. Je n'avais peut-être pas entendu le bruit, car elle était contre le mur juste avant quand je suis rentré. Quand j'ai pris les clés et que je les ai posées sur une armoire, Courage m'a regardé. S'est assis près de ce ventilateur. C'est à partir de maintenant que je me suis demandé s'il avait une signification particulière. Je me suis donc demandé maintenant, en repensant à ce moment quand j'ai ouvert la porte et que Courage est parti, s'asseoir à côté de ce ventilateur, bien avant que le vent n'entre à l'intérieur et que je n'ai peur. Bien avant que je n'ai peur, il était allé se mettre juste à côté. Derrière, il y avait une porte. Quand on ouvrait à l'intérieur, c'était noir, entièrement noir, presque comme s'il n'y avait pas de mur derrière, ou presque comme s'il n'y avait rien à l'intérieur. Peut-être que ça avait un sens, peut-être qu'il y avait un lien. Il s'est mis à côté de cette porte, la porte était ouverte, et le ventilateur laissait passer de l'air qui passait au travers. Mais il ne tournait pas comme maintenant. Il le regarda avec moi une nouvelle fois, et je me demandais s'il y avait un lien. Peut-être était-ce quelque chose d'important par rapport à cette maison que je ne connaissais pas, que j'avais louée à un chasseur. Ce chasseur m'avait laissé les clés, il l'avait dit. Il l'avait dit lui-même qu'il les mettrait en dessous d'un pot de fleurs qui était sur le côté. Des fleurs qu'il y avait, des fleurs blanches, blanches et ternes, recouvertes de terre. Elles étaient blanches, ternes et recouvertes de terre. J'ai regardé en haut, j'ai vu la rigole sur laquelle il y avait l'eau qui passait. Le long du toit, il y avait cette rigole, presque cassée à un endroit, passait l'eau sur le côté. Je l'ai regardé et je me suis retourné finalement vers les fleurs pâles. Je les ai regardées, il y avait de l'eau dessus et de la terre. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai penché la tête vers le bas, et j'ai regardé une nouvelle fois en levant les yeux vers le ciel. J'ai regardé la rigole qui déversait l'eau qui coulait sur le toit. Je n'ai rien vu mis à part de l'eau qui tombait. J'entendais le bruit de la pluie, mais je me demandais comment ça se faisait que les fleurs pâles, elles, étaient noires, noires de terre. Je les regardais et je me demandais clairement comment est-ce que ça se faisait que les fleurs pâles et blanches étaient noires de terre, couvertes de terre, de poussière et de bien d'autres choses qu'il y avait dans l'air. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai vu qu'il y avait une rigole qui était cassée.
Il y avait une rigole qui déversait de l'eau sur les fleurs qui étaient cassées par rapport au toit, sur laquelle l'autre rigole était accrochée au toit. J'ai levé les yeux et j'ai baissé les yeux. J'ai baissé les yeux, j'ai levé les yeux une nouvelle fois au ciel. J'ai fait ça plusieurs fois d'affilée. Baisser les yeux, regarder le sol. Et puis, j'ai vu mon chien se rapprocher de moi, déposer un baiser sur ma jambe et me lécher le tibia. Je me suis accroupi devant lui et je l'ai caressé. En dessous des oreilles, en dessous du museau, en dessous de la gueule, en dessous du museau, des oreilles, je l'ai caressé. Il m'a regardé et a simplement penché la tête sur le côté. Il s'est assis et je l'entendais respirer avec la langue hors de sa gueule. Il me regardait, ses yeux étaient brillants et pétillants mais pourtant noirs comme l'extérieur. J'ai regardé une nouvelle fois cette rigole, j'étais perplexe. Ça me paraissait sournois. J'étais perplexe et je regardais cette rigole en haut. Je voyais l'eau se déverser de la rigole cassée. L'autre rigole était accrochée au toit. Le toit partait sur le côté et il y avait un jardin secondaire de l'autre côté que je n'avais pas encore remarqué. Je n'étais pas encore parti dans cette moitié de la maison, je n'étais pas encore parti dans cet endroit, et il y avait une partie d'un jardin secondaire que je n'avais pas vu. Là étaient les fleurs qui étaient couvertes de terre. Je les ai vues à côté de moi, je les ai regardées dans un pot. Je me suis souvenu de ce que le chasseur avait dit. Je me suis souvenu de ce que le chasseur avait dit. Il avait dit « Tu trouveras la clé en dessous du pot de fleurs ». Je l'ai soulevé, j'ai trouvé une clé avec un mot qui dit « Bon séjour, entre à l'intérieur, ce sont les clés ». Au-dessus de moi, le ciel était dans la pénombre. Au-dessus de moi, le ciel que je regardais, que je voyais, qu'il y avait par la fenêtre, était un ciel à plonger ma maison dans la pénombre. Cette maison, pourtant faite de briques blanches, ce ciel qu'il y avait au-dessus, se déchirait, et j'y entendais la pluie tomber, frapper le sol. J'y entendais la pluie tomber, et le ciel qu'il y avait au-dessus de moi était un ciel noir à plonger ma maison dans la pénombre. Une maison pourtant faite de briques noires, de bois de chêne. Pourtant faite de bois de chêne, cette maison était plongée dans la pénombre par le ciel qu'il y avait au-dessus de moi. Je regardais au fond du jardin et je voyais des personnes, habillées avec des châles blancs, pieds nus. Ils dansaient autour d'un feu de joie. Ces personnes avec des châles blancs dansaient autour d'un feu de joie, un feu qui atteignait le ciel. Je voyais les flammes s'élancer dans le ciel. Les flammes atteignaient le ciel. C'était un feu énorme, comme si on était en train de faire brûler des cadavres qui étaient les uns sur les autres. Submergés par les flammes, les personnes me regardaient, ou ne me regardaient pas. Les personnes me regardaient ou ne me regardaient pas. Je n'arrivais pas à percevoir leur visage. Les personnes qui passaient derrière le feu, avaient un visage caché par une ombre noire. Mais tout ce que j'entendais, et tout ce que je voyais, c'étaient des personnes en train de danser autour d'un feu de joie. Je ne savais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur du feu de joie, pour faire brûler les flammes aussi fort, pour qu'elles atteignent des sommets. Je ne sais même pas ce qu'il y avait à l'intérieur des flammes, pour qu'elles atteignent des sommets, qu'elles fassent brûler la cime des sapins, des chênes et des autres arbres qu'il y avait dehors. Je ne sais même pas ce qu'il y avait dehors qui était en train de brûler tout comme les flammes. C'était peut-être des cadavres ou alors c'était peut-être du bois qui avait été cherché dans la forêt. Mais j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était bel et bien du bois. La seule chose que j'entendais et la seule chose que je n'arrivais pas à voir derrière les flammes. La seule chose que je n'arrivais pas à voir derrière les flammes, c'était le visage des personnes qui dansaient. Je savais que c'étaient des femmes. Je voyais leurs silhouettes, je voyais leurs seins, leurs poitrines. Je voyais leurs silhouettes, leurs bras s'étendre et leurs châles qui commençaient à s'agrandir de plus en plus. Leurs châles qui étaient blancs, couverts d'une matière noire, je ne savais même pas si c'était de la terre. Une femme s'est arrêtée de danser et s'est retirée du groupe. Elle s'est mise proche d'un arbre qui s'éloignait de la forêt en solitaire. Elle s'est mise proche d'un arbre qui s'éloignait en solitaire de la forêt. Il était sur le côté et elle s'est mise là. Elle a écarté les bras, tout comme son châle s'est écarté, et elle m'a regardé. Je ne voyais pas son visage, seulement une ombre noire, posée sur son visage, comme si quelqu'un avait voulu cacher son visage volontairement et avait déposé une ombre noire sur son visage.
Je n'y percevais que son nez, peut-être un peu sa bouche, peut-être ses lèvres, ou alors peut-être ses pommettes, mais rien de plus. C'est alors qu'elle m'a ouvert ses bras, tout comme son châle s'est ouvert. Et là, j'ai vu et j'ai entendu. Là, j'ai vu et j'ai entendu. Ces personnes commençaient à danser autour du feu. Je voyais leurs pieds qui étaient couverts de la même matière noire. Cette matière grumeleuse qui était comme de la terre noire. Tout autour, ils dansaient sur la pointe des pieds, faisaient des pas assez rapides. Et autour du feu, j'entendais. J'entendais ça et je regardais ces personnes danser. Des respirations fortes, dansant sur la pointe des pieds, avec des châles blancs, couverts de taches de sang, du sang que je percevais comme des taches noires, comme de la pourriture, ou alors peut-être cette matière grumeleuse qu'il y avait juste au bout du châle quand il s'étendait, et qu'elle m'ouvrait ses bras. Elle est retournée dans le groupe, et une nouvelle fois j'ai entendu. Je suis reparti. Le bruit commençait à se faire beaucoup plus présent. Je me suis retourné et je commençais à regarder les personnes. J'avais les mains contre ma poitrine. Je sentais mon cœur battre. J'avais une main qui était également posée sur mon épaule. L'autre était posée sur ma poitrine, sur le devant de mon sein. Sur le devant de mon sein droit, j'avais posé ma main. J'y attendais que j'entende battre mon cœur, et c'est là que je l'ai senti battre. C'est entre ma poitrine, entre mon sein droit et mon sein gauche, que j'ai entendu battre mon cœur. Soudainement, je suis parti, je me suis éloigné de ce feu. Je n'entendais plus les respirations. J'ai gardé ma main à la gorge comme si j'avais quelqu'un qui la serrait, et j'entendais battre mon cœur. Je me suis éloigné et c'est en passé que j'ai vu derrière moi. Ces derniers temps passés, j'ai vu derrière moi cette femme qui s'avançait sur la pointe des pieds et qui marchait derrière moi. Ses bras étaient baissés vers le sol, tout comme sa tête qui était penchée de 3/4 sur le côté. Sa tête était penchée de 3/4 sur le côté, elle me regardait. Et moi, j'avançais. J'avais ma main à ma poitrine, comme si quelqu'un était en train de serrer ma gorge. Mon autre main était sur mon sein gauche et j'écoutais les battements de mon cœur. Quand elle s'est arrêtée de marcher et que je n'ai plus entendu ses pas, j'étais en dessous d'un arbre, un arbre noir aux feuilles noires. J'ai regardé et j'ai retiré une feuille de l'arbre. Je l'ai gardée en main. La feuille était cendrée, presque noire. J'ai frotté la feuille avec ma main, je l'ai mis dans la paume de ma main droite. J'ai retiré ma main de ma gorge, parce que je ne sentais plus cette oppression sur mon cou et sur ma nuque. Je l'ai retirée et j'ai frotté la feuille. C'étaient des cendres de feu. Toutes les cendres qu'il y avait sur les flammes qui montaient dans le ciel, qui atteignaient des sommets, étaient arrivées à se poser sur chaque feuille d'un arbre. J'ai pris alors les feuilles qu'il y avait autour de moi, les buissons, les arbres, tout ce qu'il y avait par terre. Même les feuilles mortes et sèches qu'il y avait par terre, je les ai pris. Je les ai frottées. Tous les arbres et l'herbe étaient couverts de cendres. Tous les arbres qu'il y avait autour de moi, les arbres, les buissons, les troncs d'arbres même, les feuilles qu'il y avait par terre, les feuilles sèches, les coques de noix qu'il y avait par terre, les racines qui dépassaient du sol, les racines qui dépassaient du sol, les coques de noix qui avaient été brisées en deux, l'intérieur de la noix qui avait été ouverte, qui n'avait pas été mangée par n'importe quel animal ou peut-être par les gens qui étaient en train de danser autour du feu. Tout était couvert de cendres. Je me suis abaissé et j'ai regardé l'herbe. Avec mes doigts, j'ai pris 3 brins d'herbe. Je les ai passés entre mes 3 doigts, mon pouce, mon index et mon majeur. J'ai frotté soigneusement et j'ai redéposé l'herbe sur le sol. J'ai vu que mes doigts étaient couverts de cendres noires, tout comme quand j'avais pris la feuille qui était accrochée à l'arbre. Je suis reparti et j'ai ouvert la porte. Une nouvelle fois, j'entendais ces respirations fortes de ces femmes qui faisaient Je me suis retourné. Cette femme n'était plus sur le feu. Je regardais les femmes qui étaient toujours en train d'y danser. Il y en avait 4 qui dansaient avec leurs châles recouverts de cette matière grise,
et recouvert de cette matière noire et grumeleuse, un peu comme la terre qu'il y avait devant chez moi. J'ai ouvert la porte et je me suis retourné. Il y avait une femme juste au-dessus de moi, qui dansait sur le toit, regardant la cheminée et s'accrochant aux tuiles qu'il y avait. S'accrochant aux tuiles de mon toit, elle était en train de danser, s'accrochant à la cheminée, s'accrochant à ce qu'il y avait sur le toit. Elle était en train de danser. Assise sur le côté, il y avait une autre femme. Elle avait un arc à flèches qu'elle avait fabriqué elle-même dans du bois. Elle avait un arc à flèches qu'elle avait fabriqué elle-même dans du bois avec de la ficelle trouvée sûrement dans la forêt. Je l'ai vue et elle m'a regardé. Elle a juste tourné la tête vers moi. Elle a posé son arc par terre qui avait été, je voyais les morceaux de scarification qui avaient été faits au couteau sur l'arc. Elle l'a déposé et j'ai entendu le bruit de son arc. J'ai entendu le bruit de son arc se déposer. Contre mon toit, une tuile est tombée. Juste à côté de moi, une tuile est tombée. Quand elle a déposé son arc et que j'ai entendu le bruit, j'ai donc regardé cette femme. Elle m'a regardé et a repris son arc. J'avais entendu le bruit de son arc. Je suis rentré, tout aussitôt j'ai fermé la porte. Je l'ai ouverte. Tout d'abord, je l'ai ouverte. J'ai passé la clé dans la charnière et dans la serrure. J'ai tourné à droite et à gauche, pressé, j'avais peur, mais je minimisais la situation. J'avais peur, j'étais pressé, j'ai laissé tomber mes clés, je les ai repris. J'ai passé la charnière et j'ai ouvert la porte. Je l'ai ouverte et tout de suite derrière moi je l'ai refermée. C'est ainsi que l'arc à flèche est juste tombé devant moi une nouvelle fois. L'arc à flèche est tombé devant moi une nouvelle fois, mais j'étais derrière la porte. J'étais derrière la porte et j'ai réentendu ce bruit. J'ai regardé. C'était bel et bien l'arc à flèche posé juste devant moi, devant la porte. Elle n'était pas devant moi, mais devant la porte, et j'ai regardé cet arc à flèche. J'ai réouvert la porte très légèrement. Très légèrement, j'ai réouvert la porte. J'ai entendu la porte grincer, et quand je l'ai ouverte, la porte a grincé. Très légèrement, ce grincement m'a rassuré, parce que je savais que c'était la porte de ma maison. Je l'ai refermée, ou alors peut-être mis contre. J'ai ouvert très légèrement, un peu, vraiment le peu que je puisse passer mon bras. Vraiment le peu que je pouvais pour passer mon bras, j'ai ouvert, et j'ai tiré l'arc à flèche à l'intérieur. J'ai pris la flèche qu'il y avait à côté. À côté, la flèche qu'il y avait, je l'ai pris, je l'ai tirée à l'intérieur, en ouvrant le peu que je pouvais de la porte pour passer mon bras. Je me suis mis contre et j'ai regardé l'arc à flèche qui avait été taillé dans du bois. Il y avait encore les morceaux de lacération qui avaient été faits au couteau. Je me demandais avec quel instrument elle l'avait fait. Je me suis tourné et j'ai entendu ces femmes encore respirer très fort autour du feu. Le feu s'est éteint et il y a une femme qui était en train de jeter de l'eau. Il y avait cette femme qui est arrivée. Elle ne portait pas de châle. C'était une femme nue. Je voyais ses seins, je voyais ses seins, je voyais ses fesses, je voyais ses jambes, je voyais ses bras. Elle marchait vers le feu. Elle est rentrée dedans et c'est là que j'ai vu ses mouvements, comme si elle jetait de l'eau à l'intérieur. De l'intérieur des flammes. Elle jetait de l'eau et éteignait le feu. Le feu s'est éteint et le cadavre s'est étendu sur le sol. Toutes les femmes sont parties. Là, je me suis retourné, j'ai fermé les rideaux et j'avais peur. Je n'étais plus en train de minimiser la peur. J'avais vraiment peur. J'avais vraiment peur, je ne pouvais plus minimiser la peur. Et j'ai regardé par la fenêtre, une nouvelle fois. J'avais très peur. Je sentais qu'on m'observait, que quelque chose se passait. Le cheval noir, lui, qui était dans la grange, je l'entendais. Espoir, le cheval noir qui avait dans la grange, je l'entendais. Le cheval blanc, Western, je l'entendais aussi. Il y avait mon chien, Courage, à côté de moi, qui était assis, mais je ne sentais pas la peur par rapport à lui. Par rapport à lui, je ne sentais pas la peur, mais je ne pouvais plus minimiser. J'ai regardé autour de moi, finalement, j'ai vu le perroquet, qui s'appelle Trois. Ce perroquet qui s'appelle Trois, je l'avais appelé comme ça car il disait toujours Trois, Trois, Trois. Pourquoi Trois, je ne savais pas, mais je l'ai appelé Trois. Je ne pouvais plus minimiser la peur à ce moment-là, ça m'était impossible. Ça m'était impossible de minimiser la peur.
Je me suis donc assis par terre, j'ai respiré en gardant ma main contre ma gorge, comme si j'étais oppressé. C'est là que j'ai senti que tout commençait à s'assombrir. Tout commençait à s'assombrir autour de moi. La pièce, même les murs, même le fauteuil sur lequel je lisais mon livre, même mon livre et la couverture commençaient à s'assombrir, les fenêtres commençaient à devenir sombres, et même dehors je n'arrivais plus à voir le feu, ni même les cendres ou encore moins la fumée qui s'en émanait, le corps couché sur le sol non plus. Il faisait noir partout, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Il faisait noir. C'était la nuit. Je regardais par la fenêtre, il faisait noir, entièrement noir, autant à l'intérieur que sur les murs, autant sur les murs que par la fenêtre, autant même que les meubles étaient noirs. J'avais l'impression d'être dans le noir entier. J'avais même l'impression de ne plus pouvoir voir. Je me guidais avec le toucher, j'étais seul, perdu. Et je me suis rendu compte d'une chose quand on est seul et perdu, quand on est dans le noir et qu'on se guide avec le toucher. C'est que l'on perd le sens de l'équilibre quand on ne voit plus. J'ai commencé à essayer de marcher. À chaque fois que j'avançais, que je faisais un pas, je perdais le sens de l'équilibre. Je n'avais plus la notion des distances. J'avançais et pourtant je perdais l'équilibre. Je n'avais plus la notion des distances, il faisait entièrement noir. Quand je voulais m'appuyer contre un mur, je ne savais pas quel mur c'était. Quand je voulais m'asseoir sur quelque chose, je ne savais pas sur quoi j'étais assis. J'avançais et je rampais par terre. J'avais perdu la notion de la distance. J'avais perdu la notion de tout ce qu'il y avait autour de moi. J'étais en train de ramper par terre, je n'avais plus l'équilibre, et quand j'essayais de me relever, je retombais par terre. Je me suis alors assis contre un mur, ce que je supposais être un mur. C'était peut-être une porte ou autre chose, et j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre. Ensuite, cette fenêtre que j'ai ouverte, au travers, il faisait nuit, entièrement nuit. Il faisait sombre, il faisait totalement sombre. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. J'étais plongé dans le noir, à savoir que ma maison elle-même était plongée dans le noir. J'ai donc écouté ce qu'il y avait dehors, mais il n'y avait plus de bruit, même pas le crépitement du feu qu'il y avait avant. Même pas le crépitement du feu qu'il y avait avant, même pas l'odeur des flammes, même pas l'odeur de tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien, juste l'odeur de la terre, de l'humidité. Juste cette odeur de terre et d'humidité, juste l'odeur des arbres. Tout autour de moi, je regardais. Il faisait entièrement noir et je n'arrivais qu'à percevoir quelques petites ombres tout au fond qui me regardaient. Une femme, un homme. L'homme avait des épaules très étroites, très larges. L'homme avait des épaules très larges et très étroites. La jeune femme était grande et avait une poitrine assez imposante. Elle avait une poitrine assez imposante, j'arrivais à voir ses courbes. Elle était devant moi, et cette femme que j'ai vue s'est avancée. Finalement, elle est tombée par terre et son enfant l'a regardée. J'ai entendu son enfant crier « Maman, maman » quand je l'ai regardé se tourner vers son enfant. La mère s'est relevée, et là je l'ai vue de côté de profil. Sa poitrine imposante. J'ai vu sa poitrine imposante quand elle s'est relevée. L'enfant s'est mis contre et lui a fait un câlin, ce que je supposais être un câlin. Il a levé le bras et j'ai vu qu'en main il n'avait qu'un bâton. C'était peut-être un bâton, ou autre chose. Et quand j'ai vu cette femme se relever, elle s'est tournée vers moi. Elle m'a pointé du doigt, car je l'avais vue de profil, avec le bras tendu, tendu vers ma maison. L'index tendu vers ma maison, le bras tendu. Je la voyais me regarder, pointer du doigt ma maison, pointer du doigt la porte. C'était exactement la porte et exactement la fenêtre qu'elle pointait. Avec le doigt, elle m'a regardé et s'est tournée. J'avais eu ces courbes, ces belles courbes, qui étaient voluptueuses. J'ai vu cette femme s'avancer vers moi et commencer à marcher. Elle était droite, elle se tenait droite. Elle avait l'air affirmative. Elle avait l'air affirmative dans ce qu'elle disait. L'enfant aussi se tenait droit. Ils marchaient tous les trois droit vers ma maison. La jeune femme, qui était assez grande, j'ai vu ses courbes voluptueuses et j'ai vu sa poitrine de profil. Elle m'a regardé et à ce moment-là, son enfant l'a pris dans ses bras. Je ne sais pas si c'était un bâton qu'il tenait en main, mais il avait quelque chose en main.
quelque chose qui l'enfonçait toujours par 3 coups dans le dos de sa mère. J'ai regardé d'un peu plus près, j'ai osé mettre un pied dehors, et c'est là que j'ai entendu un bruit, un hurlement, une femme. Après le hurlement de cette femme, je me suis demandé si c'était cette fille avec les courbes voluptueuses. Je ne l'ai pas regardée, elle a disparu. C'est à côté d'elle que j'ai vu un arbre, un grand arbre qui avait poussé. Je me suis avancé vers cet arbre, je me suis caché derrière, et la femme derrière était allongée. Cette femme aux courbes voluptueuses qu'il y avait par terre. Ses yeux, je ne les voyais pas, son visage était caché par l'ombre. L'obscurité la plus totale dans laquelle était plongée ma maison et ma propriété. Cet enfant à côté qui avait un couteau en main. Et c'était le silence quand elle était morte. Quand elle était morte, c'était le silence. Surtout que après avoir mis un pas près du cadavre, j'ai entendu le silence. Et puis, se rapprocher de moi ce bruit de cet oiseau. Au-dessus, j'ai regardé les branches, tout était vide, mais j'entendais toujours cet oiseau. Tout autour de moi, il y avait le bruit de plusieurs oiseaux qui se mélangeaient. Écho par écho, ils se superposaient les uns sur les autres. Et tout ça, c'était la nuit, quand j'ai aperçu 3 silhouettes me pointer du doigt, dont cette femme aux courbes voluptueuses, dont je n'ai pas pu apercevoir le corps. Ce n'était pas ma principale occupation. J'étais assis devant ma maison et j'attendais qu'elle parte et qu'elle disparaisse. L'enfant est resté agenouillé devant sa mère pendant très longtemps. Le mari a brûlé et a commencé à s'immoler. Le mari a commencé à brûler et à s'immoler devant sa famille. La mère était par terre. Je la voyais couchée près d'un arbre. Et encore résonnèrent le bruit de ces oiseaux. Tout le temps, j'étais là, assis. J'ai vu une feuille qui s'est posée devant moi et s'est dégradée en poussière. J'ai ramassé la poussière à l'intérieur, quand j'ai reposé la poussière en petits tas à l'intérieur de ma maison. Elle s'est alors reformée en une feuille correcte. Correctement froissée, correctement sèche, une feuille d'automne. Une feuille d'automne qui s'était recréée par rapport à la poussière que j'avais ramassée. Cette poussière que j'avais ramassée dehors, qui s'était reformée quand j'avais fait un petit tas de poussière avec celle que j'avais pris à l'extérieur. J'ai refermé la porte, j'ai ouvert la porte, la fenêtre, pour avoir de l'air, un courant d'air. C'est reformé la feuille devant moi que j'ai ramassée, je l'ai mis dehors, et elle s'est reformée en un petit tas de poussière. Je me demandais ce que c'était. Pourquoi comme ça? Pourquoi à l'intérieur il y avait une feuille? Pourquoi à l'extérieur un tas de poussière? J'ai ouvert une porte, cette porte derrière laquelle il n'y avait que le noir, derrière laquelle on avait l'impression qu'il n'y avait presque même pas de mur, derrière laquelle j'ai trouvé une boîte. À l'intérieur, il n'y avait que de la poussière que j'ai déposée dehors, et là s'est évadé plein de feuilles qui sont parties en volant. S'est évadé alors plein de feuilles qui sont parties en volant quand j'ai vidé la poussière qu'il y avait à l'intérieur. J'ai allumé avec ma lampe de poche l'intérieur de cette chambre qui était fermée, cette porte qui était fermée. J'ai allumé avec une lampe de poche et j'ai regardé. Plein de poussière sur les murs. Je les ai ramassés, je les ai pris dans mes mains. Je les ai lancés par la fenêtre ouverte. S'élancèrent alors dans le ciel plein de feuilles mortes qui avaient été desséchées et correctement sèches, des feuilles d'automne qui partaient de partout. Des feuilles brunes, des feuilles rouges, partant de partout desséchées. J'ai pris alors toute la poussière de l'intérieur de cette maison. Je les ai lancées par dehors et par la fenêtre d'au-dessus, s'élancèrent alors au-dessus sur le toit, et restèrent un moment au même étage. Restèrent un moment au même étage les feuilles, à voler juste en face de moi, à faire du surplace. Je regardais ces feuilles faire du surplace comme un oiseau migrateur. Elles sont parties ensuite avec le vent, ce vent qui avait toujours l'odeur de la terre et de l'humidité. Ensuite, j'ai vidé la poussière dans la poubelle. Je suis revenu le lendemain, et j'ai regardé que dans cette poussière, il y avait un mot, une lettre que j'ai prise, que j'ai ramassée, que j'ai ouverte. Et c'est quand je l'ai vue que je l'ai ouverte. C'est seulement quand je l'ai vue que je l'ai ouverte, que j'ai remarqué que c'était mon écriture.
brûlant ainsi tout de suite la lettre parce que je ne voulais pas savoir ce qu'elle disait, brûlant ainsi tout de suite cette lettre car je ne voulais pas savoir ce qu'elle contenait, ce qu'elle disait. Je l'ai vidée et j'ai déposé la lettre dehors. Elle s'est recréée sous la forme d'une écriture que je ne connaissais pas. J'ai pris la lettre et j'ai lu. Attentivement, c'était un poème. C'était un poème attentif, auquel je me prêtais de le lire. C'était un poème attentif, simple, calme, tout comme dehors. Tout comme dehors, simple et calme, ce poème que je lisais devant ma porte. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis assis sur mon fauteuil, quand les lumières sont revenues et se sont réallumées. J'ai vu une femme qui était couchée par terre, rétamée, morte. Quand sont revenues la lumière, tout comme dehors, j'ai vu qu'à l'intérieur de chez moi, toute la poussière qu'il y avait sur les meubles, sur les murs, sur les armoires et en dessous des fauteuils, s'était transformée en feuilles mortes, desséchées, bien sèches, des feuilles d'automne partout à l'intérieur. Sorti une fois dehors, j'ai été me coucher. J'ai été me coucher une fois sorti dehors et j'ai pris une couverture blanche à l'intérieur de chez moi. Je me suis couché en dessous d'un arbre, espérant ensuite retrouver de la poussière en face de moi le lendemain. Et non, c'étaient des feuilles mortes que j'ai retrouvées autour de moi, plein, partout, qui volaient. Plein de feuilles partout autour de moi qui volaient, et qui restaient attentives au poème qui avait été déposé juste dans un creux, au milieu du tas de feuilles, un creux que j'avais fait avec mes mains. J'avais encore de la terre entre les ongles, j'avais de la terre en dessous des ongles. Quand j'avais creusé ce trou, il y avait juste un trou au milieu de ces feuilles mortes. J'y ai déposé le poème et de la terre avait été remis par-dessus. Quelqu'un était venu près de moi durant la nuit, peut-être une femme, peut-être un homme, quelqu'un. Quelqu'un y avait déposé de la terre par-dessus. Je n'avais en aucun cas l'idée de le faire disparaître, mais quelqu'un était venu essayer de le faire disparaître. C'est comme ça que j'ai découvert ce poème qui était resté là, instantanément seul dans un trou. Et j'ai dormi la nuit dehors en dessous d'un arbre. Je suis rentré ensuite. Plus aucune feuille morte, plus aucune feuille d'automne. Je rentre et les murs sont noirs. Je rentre et les murs sont noirs, je les regarde attentivement. Chaque mur les uns après les autres. Chaque mur les uns après les autres, je les regarde attentivement. Ils sont sombres, mais je n'arrive presque pas à percevoir les briques, car même le ciment lui a été repeint. L'intérieur de cette maison est effrayante, tout est noir. De l'autre côté, il y a un bureau. Il y a un bureau de l'autre côté. Et s'étendent jusque par terre avec de la poussière et de la terre noire et grumeleuse, qui grimpe le long du tissu écossais. Ce tissu écossais noir, que je prends par la main, que je commence à serrer très fort contre moi. Il est humide et mouillé, et je le garde. Je sens cette sensation forte au fond de moi, ce froid dans le ventre, j'ai l'impression d'avoir peur. C'est malsain, ça m'entoure et ça reste là. Je regarde le fauteuil qui lui est vide, il y a une boîte dessus, qui est fermée, une boîte en carton. Je n'ose pas l'ouvrir, j'ai peur de ce qu'il y a dedans. Une araignée, une petite araignée sort. Je la vois monter le mur et commencer à partir derrière une armoire. Je n'y prête pas attention et je m'assieds. Je m'assieds sur le côté, près des livres et près de la boîte qu'il y a sur le côté, près du fauteuil. Près du fauteuil, près de la boîte, sur le côté, je suis là et je la regarde, je l'ouvre. Sort alors une deuxième araignée. Cette fois-ci, je la prends, je ne me laisse pas abattre. Je la prends, je ne me laisse pas abattre, mais je ne tue pas l'araignée, je ne tue pas la bestiole. Je la laisse partir par la fenêtre. Elle reste là devant moi, et finalement, elle part. Elle part et devant moi, je vois que l'araignée est restée. Je ferme les rideaux, après les avoir tenus contre moi. Quand je me retourne, la chaise qu'il y avait contre le mur est au milieu de la pièce. Quand je me retourne, le fauteuil a bougé d'un cran. Il n'est plus totalement contre le mur. Quand je me retourne, les livres sont par terre. Quand je me retourne, je vois tout. Je vois tout par terre, les livres, la boîte ouverte. Tout ce qu'il y avait dedans est tombé. C'était des cassettes vidéo. Je prends ces cassettes vidéo, ces VHS, et je les regarde les unes après les autres avec une TV qu'il y avait sur le côté.
Je prends cette TV, je l'allume, du moins j'essaye. Et c'est là que j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, mais quand je me suis retourné, la chaise n'était plus en dessous du bureau, la boîte n'était plus sur le fauteuil, les livres n'étaient plus classés par ordre de diction. Ils n'étaient plus classés par ordre de diction et par numéro, par série. Ils sont par terre mélangés. Je les regarde et je les ramasse. Au-dessus de moi, je vois l'ombre d'un personnage, un homme avec de larges épaules, avec un long manteau noir qui me regarde. Il est là et finalement reste. Il reste assis et ne bouge plus. Je sens son regard, mais je ne vois pas ses yeux. Je l'observe attentivement, je garde un livre dans ma main. Je vois une signature d'un homme avec un stylo en main. Je vois la signature de cet homme avec un stylo en main. Je me demande si c'est lui l'auteur. Peut-être. Je dépose le livre et il disparaît. Au moment où j'ouvre une page, il réapparaît de l'autre côté sur la chaise qui n'est plus en dessous du bureau. Je prends le tissu écossais qu'il y a sur les murs en guise de rideau, qui tombe jusque par terre. Je le prends et je le mets à bout de bras, par-dessus mon bras, contre mon avant-bras, et j'essuie la poussière et la terre qu'il y a dessus. Cela tombe sur mon jeans, mais je ne ramasse pas. Je me mets à terre et je revois cet homme tout au fond de la pièce me regarder. Il ne bouge plus, il est raide, droit, rigide. Il me regarde et il a son stylo en main. Une goutte tombe par terre et j'aperçois qu'à l'endroit même où est tombée la goutte, il y a un endroit lumineux. Je m'approche et finalement, l'homme est assis sur une flaque. L'homme est assis sur une flaque et moi, je suis debout. L'homme me regarde de haut, a son stylo en main, et je vois que goutte à goutte tombe l'encre du stylo. Par terre, il y a cette flaque lumineuse qui est éclairée par la lumière de la lune qui passe au travers de la vitre qui venait d'être lavée. Cette vitre qui venait d'être lavée par l'eau de pluie. J'en vois encore les mouvements tomber et passe au travers la lumière de la lune qui éclaire cette flaque d'eau. Je vois les pieds de l'homme se relever et l'homme se relève en posant sa main sur le sol. Il n'a pas de réaction, pas comme si le sol était froid, pas comme si les murs étaient serrés contre lui. Il ne se sent pas oppressé ni quoi que ce soit, je le regarde, il se lève, et finalement, c'est quand j'entends une voix très faible que je m'approche de l'homme. Il me regarde, et sans rien dire, c'est là qu'il s'approche de moi. Me rend son stylo, je le prends et il part en poussière. Il part en poussière et c'est là que je prends son stylo, je sors et je vois une femme qui le regarde, qui l'attend avec une ombrelle. Cette femme noire qui l'attend avec une ombrelle, cette femme noire de peau qui l'attend, dehors avec son ombrelle, est assise par terre et a un chien. Un chien que je ne perçois pas comme étant un vrai chien, car ce n'est qu'une ombre. De ses yeux s'émane de la fumée noire et de ses pattes qui sont pliées sur le sol. De ses pattes qui sont pliées sur le sol, un chien qui attend sur le sol avec ses pattes repliées contre lui, sa queue en l'air, avec ses yeux dont je vois de la fumée qui s'en émane. Son corps est assis par terre. Il a la langue qui sort de son museau, sa gueule est ouverte, et je n'entends même pas un aboiement. Je n'entends pas une respiration, je ne le vois pas respirer. Il est neutre comme la femme avec l'ombrelle. L'homme sort et regarde cette femme comme si c'était sa conjointe. Il la prend dans ses bras. La femme regarde cet homme en le prenant dans ses bras comme si c'était son amant. Je les regarde, je suis heureuse, mais en même temps j'ai peur car je ne sais pas qui c'est. Je rentre et je ferme la porte à ce moment-là. Le chien se lève, se met sur ses quatre pattes. Sa queue est vers le bas. Je sais qu'il n'est pas content. Je regarde la femme avec l'ombrelle qui la ferme et qui la dépose sur le côté. Elle dépose son ombrelle fermée par terre. L'homme me regarde et se tourne. Leur tête reste droite vers la maison, mais à contresens vers l'intérieur du champ et de la forêt qu'il y a en face. Ils restent, mais leur tête est droite vers la direction de la maison dans laquelle je suis. Finalement, je ne sais pas qui sont ces gens, mais au fond, peut-être qu'un jour, quand ils viendront me rendre visite, je saurai qui ils sont. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils sont là, à attendre devant chez moi. Je me demande quand et comment est-ce qu'ils vont rentrer. Est-ce qu'ils essaient de rentrer ou est-ce que c'est ces objets, ces cassettes vidéo, peut-être ces livres qui les ont fait rentrer. Je regarde par la fenêtre, ils ne sont plus là, mais je vois une fumée partir et s'émaner autour de moi. Autour de moi, je vois une fumée s'émaner et partir en tornade. Devant, je vois quelques fumées et quelques poussières partir en tornade, comme à l'intérieur autour de moi.
ces personnes ont décidé de partir. Elles ont disparu. Et comme les cassettes vidéo, comme les livres qu'il y avait par terre, elles sont revenues, ont changé de place, de position, se sont positionnées face à moi, ont regardé. Elles sont restées un instant, je dois trouver maintenant qui elles sont. S'agit-il d'une personne qui vivait là avant, qui venait me dire quelque chose? Si c'était cela, je n'ai pas répondu et je suis certainement en danger. Elle part et la forêt est loin. La forêt est loin et je vois comme une entrée qui est comme dessinée comme une porte. Je vois cette entrée qui est dessinée comme une porte. Je la prends, je la franchis. Je n'ai pas la position pour laquelle je devrais l'ouvrir. Je n'ai pas de position par rapport à laquelle je pourrais ouvrir ça comme une porte, mais c'est dessiné comme si c'était une porte. J'entre à l'intérieur, je ne prends pas la position de quelqu'un qui va mettre sa main sur la poignée, mais je rentre à l'intérieur tout de suite. Je vois alors une ombre d'un visage entre les branches d'un arbre qui se mélange à un autre arbre. Entre les branches d'un arbre qui se mélange à un autre arbre, je vois les ombres d'un visage, des yeux, un nez et une bouche, presque imperceptibles, mais ils sont dans les arbres. Je les vois, ils me regardent. Des visages commencent à se dessiner sur les feuilles mortes et sur les branches qui se croisent. Sur les branches qui se croisent et sur les arbres qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui se touchent, commencent à se dessiner des visages. Je pense que c'est eux, mais ce ne sont pas eux. Je ne ressens pas leur présence, ils ne sont pas là. Finalement, je me tourne vers la maison, et je ne sens rien d'autre que le vide, comme si c'était le néant, qu'il faisait froid et humide, comme si je sentais qu'il y avait de l'eau qui était en train de couler à mes pieds, du sang ou peut-être quelque chose qui coulait à mes pieds. Je commence à sentir cette présence autour de moi, mais il n'y a personne qui me parle, pas de voix, et je commence à sentir que quelque chose coule. Soudainement, j'entends l'eau de la pluie, je regarde autour de moi, je lève les mains pour sentir la pluie, mais il n'y a rien. Pour sentir la pluie, il n'y a rien, je lève les mains et pourtant je ne sens rien. Je ne sens pas de gouttes qui tombent et je regarde à terre. Pourtant sur une flaque, je vois qu'il y a des gouttes qui tombent, je ne suis pas mouillé, je n'ai pas l'impression qu'il fait froid. Ça ne sent pas l'humidité, donc je sais qu'il ne pleut pas non plus, mais je vois une flaque sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a des gouttes qui tombent et je vois ce mouvement de gouttes qui franchit le sol et qui atterrit pour se frapper contre le sol, sur la flaque. Je regarde cette flaque et je m'abaisse, je relève les yeux au ciel, il n'y a rien, il ne pleut pas. Juste un énorme nuage noir sur lequel on a l'impression que la lune vient de se poser. Comme si la lune s'était posée sur un nid dans un arbre, elle s'était posée et s'est installée sur ce nuage noir. Derrière est installée la lune qui est pleine et qui est blanche et qui éclaire l'entièreté de l'intérieur de ma maison. Les murs de ma maison sont noirs et je regarde cette eau qui coule à mes pieds. Ce n'est pas de l'eau quand j'allume avec une lampe de poche. Quand j'allume avec la lampe de poche que j'ai dans l'arrière de la poche de mon jeans, je regarde et ce n'est pas de l'eau, c'est du sang. Finalement, je me rends compte que quelqu'un est peut-être mort un peu plus loin et essaye de me faire signe d'aller le chercher. Il essaye de me faire signe d'aller le chercher et je ne vois que ce sang qui coule à mes pieds. Je suis pieds nus et j'ai de la terre. J'ai de la terre aux pieds, je suis pieds nus et je sens que j'ai de la terre en dessous des ongles. Je marche au travers le sang et au travers la rivière de sang. La personne morte me fait signe de continuer à marcher, de suivre le courant. Finalement, j'atterris dans un endroit où il n'y a plus d'arbres, où il n'y a plus de terre, où il n'y a plus d'herbe, où seulement il y a des cendres, un trou. Et je regarde, je vois qu'il y a une main qui est posée sur le sol. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de tourbe, il n'y a pas cette terre noire, voluptueuse et grumeleuse. Il n'y a pas la tourbe comme il y a juste en face de chez moi qui contourne ma maison. Il y a juste la terre noire et il y a quelques arbres qui ont été coupés à même la racine. À même la racine, il y a quelques arbres qui sont là, qui ont été coupés. Je les regarde et je m'assieds sur un arbre qui a été coupé à même la racine. Le sol est gris, comme si on avait fait brûler quelque chose et qu'on y avait répandu les cendres. Je marche et j'entends le bruit de quelqu'un qui marche sur les feuilles comme moi. Ce bruit très agréable de quelqu'un qui marche sur les feuilles. J'entends ce bruit, plus je marche, plus il se rapproche de moi. C'est moi qui avance, peut-être, je me demande, et je me tourne derrière. Je vois que quelqu'un avance, une ombre qui se rapproche de moi. Une ombre qui hurle, je vois sa bouche grande ouverte. Elle hurle, mais aucun son ne sort. Je la vois s'agenouiller par terre et s'effondrer, comme si on venait de séparer une maman de son enfant. Elle me regarde alors, commence à hurler, et là je vois le vent qui commence à s'agrandir dans les arbres et à prendre beaucoup plus de puissance que je ne le pensais. Cette femme hurle et je n'entends pas son cri.
Mon téléphone sonne, je décroche, c'est là que j'entends son cri. C'est alors que je range mon GSM, je vais près de cette femme, elle pointe du doigt un arbre derrière lequel il y a une tombe. Je m'assieds, je regarde cette tombe et je vois que c'est son nom. Je prends cette femme par la main et elle disparaît. Elle disparaît en poussière. Dans ma main, je n'ai que quelques poussières, quelques grains de poussière, que je ne peux que répandre sur le sol. C'est ainsi que je suis rentré chez moi, je me suis couché. Au-dessus de moi, je ne voyais plus que cette rivière de sang sur le plafond. Perdu, perdu à perte de vue. Il n'y avait plus que de roses fissurées par terre. Il n'y avait plus que de roses fissurées par terre en porcelaine qui me regardaient. Ces petites porcelaines qu'il y avait par terre, ces petites roses, elles étaient par terre, c'était de la porcelaine blanche. Installées sur le sol comme si quelqu'un était venu les poser. Il y avait une rose blanche en porcelaine dont une pétale venait à peine de tomber et d'effleurer le sol. Il y en avait une troisième un peu plus grande dont les pétales s'étaient refermés sur elle-même, comme un cocon, comme si elle devait libérer quelque chose. Comme si elle devait libérer quelque chose comme un cocon. Elle s'était refermée. Les pétales étaient entourés en volutes et ne bougèrent pas. Il y en avait une troisième, plus petite et plus fermée. Elle était plus petite, plus fermée, avec une pétale qui était ouverte sur le côté. C'était une porcelaine classique qui avait été déposée un peu plus loin. En face, il n'y avait plus que l'horizon à perte de vue. Les arbres, qui avaient sûrement été découpés. À la limite, dans le noir, il y avait sûrement un chasseur qui attendait de tirer sa proie, d'appuyer sur la détente, et de tuer un faisan, un renard, de tuer quelque chose et de le ramasser, un cerf, une brebis. Peut-être attendait-il couché sur des roses en porcelaine blanche qui perdaient leurs pétales ou qui se refermaient comme un cocon, pour attendre que la chose à l'intérieur se mette à grandir. Il était couché sur le sol et attendait-il peut-être qu'un faisan arrive, qu'une brebis arrive ou qu'un cerf marche. Peut-être attendait-il autre chose, un lapin, tout simplement. Mais il avait le doigt sur la gâchette, et il regardait ma maison en pointant du doigt cette fenêtre. En pointant du doigt cette fenêtre, il regardait ma maison. Il y avait quelques roses qui étaient réparties de part et d'autre. De part et d'autre, les roses étaient réparties sur le sol. Et il y avait ce grand homme qui venait tous les jours. Ce n'était pas le chasseur, non, mais il y avait ce grand homme qui venait tous les jours déposer quelque chose. Un jour, il m'a déposé un colis, une boîte sale couverte de poussière noire. Je l'ai effleurée très légèrement, et je l'ai prise avec ma main, en repensant à tous les colis que j'avais pu voir dans ma vie. À l'intérieur, un magnéto, des pages blanches et un enregistreur. Un enregistreur, des pages blanches à l'intérieur, un magnéto. J'ai allumé le magnétophone, je l'ai mis sur le côté. J'ai pris une porcelaine, deux ou plusieurs. J'ai pris celle qui était refermée comme un cocon, qui n'était pas ouverte. Je l'ai mis à côté de moi. Sur le flanc gauche, je l'ai mis à côté de moi, refermée sur un cocon. Comme un cocon, elle était refermée. Une seule pétale était ouverte sur le côté et donnait vers l'ouest. L'autre qui était grande, grosse, massive et ouverte, avec toutes les pétales en dehors, montrant ainsi les pétales qui se levaient vers le plafond. Je l'ai déposée en face de moi, je la regardais. La troisième, plus petite, refermée, avec aucune pétale qui ne sortait, comme un petit bourgeon de rose, sur le côté, sur le bureau. Je me suis rempli une tasse d'eau chaude, j'y ai laissé une tisane trempée. Je sentais l'odeur du thé parcourir mon bureau, se laisser aller et parcourir l'entièreté de la pièce. À perte de vue, il y avait cet horizon. À perte de vue, il y avait cet horizon et ce noir béant. Je savais qu'il y avait la forêt derrière, mais je ne voyais que ce noir béant, que cet horizon, et je n'entendais que le doigt de ce chasseur appuyé très légèrement sur la gâchette. De temps en temps, il haussait le ton pour pouvoir dire à certains animaux, certains oiseaux, corneilles
ou peut-être autre insecte, d'arrêter de passer juste devant sa ligne de mire. Juste devant sa ligne de mire, il haussait le ton de temps en temps et j'entendais une voix très faible et légère par la fenêtre entr'ouverte où je sentais le vent qui passait et qui longeait les murs. Ce vent qui passait et qui longeait les murs faisait bouger les cadres de temps en temps. Je retrouvais parfois un cadre sur le côté ou alors un cadre qui se mettait à bouger, à se remettre en place. Cela faisait trembler les cadres, il y en avait même qui tombaient de temps en temps. Mais pour cela, je savais que ce n'était que le vent. J'ai laissé la fenêtre ouverte, et je l'entendais encore une fois dire « Ôtez-vous de ma ligne de mire! Ôtez-vous de ma ligne de mire !» Je le voyais tenir son fusil. Très loin, je le voyais. Il était aussi petit que la rose qu'il y avait devant moi, aussi petit que le bourgeon de rose en porcelaine qu'il y avait devant moi. Je le voyais très loin, mais je savais que c'était un chasseur. Il était allongé par terre, le doigt sur la détente. « Ôtez-vous de ma ligne de mire !» qu'il criait. Il y avait des oiseaux qui se mettaient partout devant lui. Des oiseaux, des corneilles, des oiseaux blancs, même bien d'autres races d'oiseaux se mettaient devant lui. Des lapins, des faisans. Je le regardais et je me disais pourquoi n'est-il pas content que des oiseaux se mettent devant lui? Il a du gibier à sa disposition, il peut tirer, ouvrir le feu. Mais non, il continuait à râler et à dire « Ôtez-vous de ma ligne de mire, ôtez-vous de ma ligne de mire !» Je l'entendais et finalement j'ai écrit tout sur ce chasseur, sur son passage, sur le fait qu'il soit resté là. J'ai tout écrit. J'ai tout écrit sur lui et j'ai pensé que ce serait peut-être plus utile de me rapprocher. Je suis sorti et le lendemain, il y avait cet homme qui venait me déposer une boîte. À l'intérieur, il y avait un récepteur que j'ai pris et il m'a déposé le lendemain à l'homme aux larges épaules noires, une ombre perceptible, mais où je n'arrivais pas à percevoir son visage. C'était une ombre perceptible en relief et en 3D, je n'arrivais pas à percevoir son visage, juste son nez, le côté de sa bouche et peut-être sa pommette, légèrement son œil, mais rien de plus. Il m'a déposé une boîte devant ma porte. La porte était entr'ouverte de l'extérieur. J'ai alors refermé la porte. J'ai pris ce qu'il y avait et ce qui m'y avait déposé. J'ai pris ce qui m'y avait déposé. J'ai ouvert et là j'ai vu une boîte. Au début, ça me paraissait normal, une boîte pleine de poussière, pleine de terre, pleine de tourbe, un peu grumeleuse, noire, pleine de terre, pleine d'humidité, avec les côtés arrachés. La boîte me paraissait normale, une boîte ancienne qu'on trouve partout, qu'on peut trouver même chez un antiquaire, on peut trouver une boîte comme ça. Je l'ai regardée et même chez un antiquaire, j'aurais pu trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être parce qu'il y a à l'intérieur, je ne l'ai pas ouverte, mais une boîte comme ça, j'aurais pu la trouver chez un antiquaire. Je l'ouvre, j'enlève le dessus de la boîte était aussi en porcelaine, me demandant si ce n'était pas la boîte des roses qu'il y avait partout devant moi. J'ouvre la boîte. Elle était couverte de poussière, couverte de terre noire, de tourbe et de bien d'autres matières grumeleuses comme de la terre. Il y avait de l'humidité qui était en train d'arracher les côtés, comme s'ils étaient en train de se disloquer. Comme si les côtés étaient en train de se disloquer, il y avait des côtés qui étaient en train de partir, de tomber à la renverse, de se détruire, et pourtant c'était une boîte en porcelaine. Je l'ai ouverte et j'ai regardé à l'intérieur, une autre boîte en porcelaine, impeccable, pas le genre de boîte qu'on peut trouver chez un antiquaire. Impeccable, les bords sont droits, ciselés à même les dorures et les volutes qu'il y a sur le côté. Cette boîte, je la prends, je la pose, j'étale la poussière et je souffle un coup sur mon bureau, tout poussiéreux. Je le lave avec une loque, j'essore la loque, je la mets dans l'évier, je la laisse reposer et je lave ensuite le bureau. Je mets la boîte à l'intérieur, ciselée à même les volutes sur les côtés et les dorures qu'il y a par-dessus. J'ouvre à l'intérieur un nouveau récepteur de son. Un nouveau récepteur de son et je le prends, je le mets sur le bureau, je l'allume. Le chrono commence, c'était un chronomètre et un enregistreur. Je commence à dire jour 1 et j'étudie le monde qu'il y a autour de moi. Les ombres et ces choses qui me rattrapent, ces souvenirs. J'étudie et je commence à prendre mon stylo d'une main. Le pouce, l'index et le majeur sur le stylo, je commence à écrire. Je fais de belles courbes et de volutes. J'écris de longues phrases avec un point, avec une virgule, avec des intonations. De belles courbes et de belles volutes sur une feuille.
Je fracture ma feuille, je la déchire parce que je ne suis pas content, je la jette, j'en prends une nouvelle et je continue. De belles courbes, de belles volutes, de beaux L, de beaux E, de belles lettres, une belle phrase, une belle intonation. J'essaye de trouver les mots, mais je n'y arrive pas. Je garde mon stylo en bouche, je rogne la plume et je me rends compte que j'ai la moitié d'une lèvre qui est couverte d'encre. Je me rends compte que j'ai la moitié du bord d'une lèvre qui est couverte d'encre, la moitié du côté de mes doigts qui sont couverts d'encre. Le bout de mes doigts est couvert d'encre qui est encore liquide car le stylo coule. Je m'essuie alors le front, je me regarde dans la glace. Mon front est couvert d'encre. Mon front est couvert d'encre car je me suis essuyé pour pouvoir réfléchir et qu'il y avait une fuite dans le stylo, laissant passer ainsi de l'encre sur mes doigts. Je regarde ensuite le côté de mon visage et je tourne très légèrement avec mon autre main car mon autre main est couverte d'encre. Je tourne alors et je regarde dans le miroir. Le côté de mes lèvres, inférieur et supérieur. Le côté de ma mâchoire, inférieur et supérieur. Mes yeux et le coin de mes yeux étirés étaient couverts d'encre. Je regardais le stylo, je le jette et finalement je vais chercher un autre stylo en ville. Une personne m'apparaît comme ça au milieu du trottoir. Au milieu du trottoir, comme ça, une personne apparaît, je me demande qui est-ce que c'est. Elle ne répond pas, elle ne bouge pas, elle me donne une boîte qu'elle me livre et qu'elle me donne. Je la prends, je pars chez l'antiquaire, je demande un nouveau stylo. Il me le rend, me demande quelle est cette boîte. Je lui ai dit que c'est la personne là-bas qui me l'a donnée. Je montre et je pointe du doigt avec le bras plié. Je pointe du doigt l'extérieur exactement où il était. Il n'y a plus personne, cette ombre est partie. Il y a juste 2 traces de pas, en tourbe noire et grumeleuse, par terre. J'indique les traces de pas et je dis à l'homme d'aller regarder. Plus de traces de pas sur le trottoir. Je suis étonné, perplexe, tout de même un peu suspect. Je suis étonné et perplexe. Je lui dis merci, je prends mon stylo, il me regarde comme si j'étais folle. Je ne suis pas folle, je le sais. Je prends ma boîte. Je prends ce que j'ai commandé et ce que je lui ai demandé. Je repars chez moi, j'ouvre et je me remets à écrire. Celui-là ne fuite pas. Je suis content, je ferme la porte. Plus de courant d'air, plus d'ombre, plus rien. Dès la naissance de ces événements. Dès la naissance de ces événements, je suis sorti et j'ai été dans la grange. Je rentre dans la grange et je ne vois rien. Mais je savais que dès la naissance de ces événements allait se passer quelque chose. Je rentre dans la grange et j'entends qu'un enfant, un garçon que j'entends. Il est perceptible par rapport à sa voix. J'arrive à l'entendre et à savoir que c'est un garçon. J'entre dans la grange et je regarde partout. Partout, y compris dans les boxes des chevaux. Je suis dans l'écurie. Je suis donc dans l'écurie et je regarde partout, y compris dans les boxes des chevaux. J'ai tellement peur que je ne dis pas un son, mais je sens quand même mes cordes vocales vibrer. Je sens quand même mes cordes vocales vibrer, mais je ne dis pas un seul son. J'ai juste peur. Et machinalement, je commence à faire un son. Machinalement, je commence à faire un son, comme si je chantais une berceuse à un enfant. Et je m'avance tout en faisant et je sens mes cordes vocales vibrer. Je sens mes cordes vocales vibrer, et je sens cet enfant, plus je m'avance en chantant une berceuse. Plus je m'avance vers lui, plus j'arrive à sentir qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est avec moi, qu'il est dans un box. Mais je sens que lui, il parle à haute et intelligible voix. Je le vois, je me dis que c'est peut-être quelqu'un qui m'attend depuis longtemps, que c'est peut-être un intellect. Mais il parle à haute et intelligible voix pour une seule raison. Pour une seule raison, il parle à haute et intelligible voix, pour me rappeler mon passé et parler de ce que j'ai oublié. Pour me rappeler mon passé, parler de ce que j'ai oublié, il parle à haute et intelligible voix. J'ouvre le box du premier cheval, et je regarde. Je l'ouvre vers moi en tirant comme une porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Je tire la porte qui coulisse sur le côté que j'ai tirée vers moi, comme une porte normale qui s'ouvrirait vers l'intérieur. Je la coulisse sur le côté en poussant avec mes 2 mains, et avec mon avant-bras qui est appuyé contre. Le cheval en face de moi ne réagit pas et me regarde. L'enfant est par terre, il a tout l'avant-bras tranché,
La chair de son bras, son avant-bras est tranché. Bizarrement, le sang ne coule pas et il garde son bras comme ça par terre, plié en deux. Plié en deux, il garde son bras par terre. Il est assis, les jambes croisées, et me regarde. Il parle à haute et intelligible voix. Il dit des choses que je semble connaître, mais que je n'arrive pas à reconnaître. Il dit toutes ces choses que je semble connaître, mais que je n'arrive pas à reconnaître. Je m'en vais loin et j'essaye de partir du box. J'essaye d'ouvrir la grange et d'ouvrir la porte, les deux portes. La porte est ficelée avec une vieille corde. Une corde qu'on a ramassée par terre sur le côté qui devait très certainement être dans un box vide. Je ramasse ensuite la corde qui est par terre et j'essaye d'ouvrir, je pousse. Je pousse à de multiples façons. À de multiples façons, je mets mes mains sur le côté et je pousse. Je pousse sur ces deux portes qui ne s'ouvrent pas. La corde qui attachait pourtant les poignets n'était pas une corde très très solide. Ce n'était pourtant pas une corde très très solide, c'était une corde qu'il y avait dans un box par terre qui avait été rongée par des termites. Je la regarde et je la prends. J'enlève et je déroule la corde, mais je sens que plus je déroule la corde, plus quelqu'un arrive derrière moi. Plus quelqu'un arrive derrière moi, plus je déroule la corde. Je vais enlever toute la corde qui se lâche toute seule et qui se défait du nœud qu'elle avait. Elle se défait du nœud qu'elle avait et je la lâche enfin et elle tombe par terre. Je la ramasse et je la regarde, mais je sens que quelqu'un est juste posé derrière moi. Sentant que mes pieds sont au bord de toucher les pieds de quelqu'un d'autre, je me retourne. Je regarde cette personne, elle est juste derrière moi. Elle était à poser sa main sur moi. Elle était à poser sa main sur moi et alors je prends sa main, je la tiens. Je ressens soudainement une vibration à l'intérieur de mon corps, comme si quelqu'un venait d'effleurer mon torse. Comme si quelqu'un venait d'effleurer mon torse, mon buste, ma poitrine, pas comme quand quelqu'un avait posé sa main sur ma gorge pour m'étouffer. Mais je sens que quelqu'un pose sa main là où je veux qu'il la pose sur mon torse et sur mon buste. Je le sens, j'ai l'impression d'être cet enfant. J'ai l'impression qu'on le rassure, qu'on le chérit et qu'on le garde près de lui. J'ai l'impression qu'on le chérit, qu'on le gâte et qu'on le garde près de lui, qu'on le rassure. Je prends la main de cette ombre et je me retourne. Finalement, elle disparaît en poussière, un petit tas de poussière qui apparaît juste derrière moi. Je me retourne, je fléchis les jambes, mes mains sur mes genoux, je regarde, je prends la poussière. À l'intérieur, il y a un petit moineau mort. Je le prends, je le regarde, je le prends par la patte. Je le dépose très légèrement sur une table ancienne qu'il y a devant moi. Je n'ai pas de mots, je n'ai rien à dire, et je regarde. L'oiseau est mort, l'animal est mort, l'enfant est là, parle intelligiblement. Chaque mot qu'il dit, j'ai l'impression de le connaître. Je regarde et pourtant, je n'arrive même pas à décrire ce qui se passe. C'est comme ça que finalement, je... Donc, voilà quoi. Après un long silence, je réfléchis. La main sur le crâne, après ce long silence, j'y réfléchis. Et je me réaccorde un moment de silence. Décidément, il n'y a plus que le silence autour de moi. Mais je sens toujours la présence des ombres. Elles sont là. Décidément, elles seront toujours toutes là. Je sens cette ombre derrière moi. Et je sens bouger les box à chevaux. Je les entends. Encore une fois, ils font du bruit. Ils ne savent pas s'arrêter. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Une ombre qui est rentrée. Je communique avec elle, je parle, je n'ai pas l'impression d'avoir peur. Alors je me demande de quoi ont-ils peur. Je me retourne dans le box vide, là où il n'y avait pas de cheval. Le garçon n'est plus là. Il est debout devant moi, en portant son bras. Cette fois-ci, le sang coule de la plaie et de l'endroit où il s'est coupé. Cette fois-ci, le sang coule. Je vois qu'il tourne automatiquement. Je vois qu'il tourne automatiquement, comme s'il était en porcelaine, comme les fleurs, comme les roses. Et il tourne comme ces petites ballerines. Comme ces petites ballerines en porcelaine. Il tourne, d'avant en arrière, de droite à gauche, avec une petite musique qui a l'air de venir de n'importe où.
avec cette petite musique qui a l'air de venir de n'importe où, un piano ou alors peut-être un autre instrument. Il tourne comme une porcelaine, il tourne, comme cette petite ballerine qu'on aurait remontée avec le petit mécanisme, la petite clé derrière. Eh bien, il tourne, toujours dans la même position, un bras plié, juste au-dessus de ses pectoraux, un bras plié, presque contre, qui soutient au pli de son autre bras, qui soutient son bras qui est posé dessus. Et il est comme ça, avec l'ouverture dans son bras, qui a été scalpé et qui a été glissé dans la chair. Le sang coule et il tourne. Je regarde l'enfant. Je pars en courant, je prends le premier cheval que j'ai sous la main. Le premier cheval que j'ai sous la main, je le prends et je pars, j'ouvre son box. Il n'a même pas le temps de me regarder, de dire quoi que ce soit, que je suis déjà dessus. Je pars et l'enfant me regarde enfin. J'espère courir aussi vite que lui, car quand j'ai vu l'enfant pour la dernière fois, il était derrière moi. Je me suis retourné à peine 8 secondes et il n'y était plus. Je cours, je pars jusqu'aux gorges du lac, un endroit dans lequel s'écoule de l'eau dans un barrage et dans un lac. À un moment, je vois les gorges du lac. J'entends l'eau couler et j'entends l'eau s'arrêter de couler. Je sens que le barrage est proche. Je suis enfin proche des eaux insalubres. Je suis proche des eaux insalubres, il ne me faudra plus que traverser ces eaux, le courant. Il ne me faudra plus qu'être à la dérive et traverser le courant pour pouvoir aller de l'autre côté. Le garçon n'est plus là, mais je vois seulement un garçon qui attend avec le bras tendu en face de chez moi. Je me retourne et je me dis, ne te retourne pas, ne te retourne pas. J'avance et finalement au bord de l'eau, je vois que le cheval que j'ai pris marche dans l'eau pour moi. Il avance, peut-être lui aussi est-il effrayé. Peut-être que lui aussi. Est-elle effrayée, la jument que j'ai prise, une jument blanche. Je suis parti avec elle, cette jument blanche que j'ai prise, qui s'appelle Western. Western est peut-être aussi effrayée que moi. Elle part, et quand je vois Western, elle s'arrête au milieu de l'eau. Je me retourne et j'entends des pas. J'entends les rires d'un enfant et j'entends des pas revenir à la charge vers moi. Avec mon pied gauche et avec mes jambes, avec mon tibia. Je tape sur Western sur le côté, lui disant « S'il te plaît, avance, avance !» Je tape avec mon tibia, avec mon genou et mon talon d'Achille, avec mon talon d'Achille, mon tibia, mon genou, je tape contre elle, très légèrement, pas non plus violemment, mais je veux lui dire d'avancer, je lui dis « Avance, avance, avance !» J'espère pouvoir trouver la tactique pour la faire avancer. J'appuie contre elle avec mon talon d'Achille, je m'efforce de la frapper légèrement avec ma main sur le côté, avec mon tibia, avec mon pied, le côté de mon pied, elle n'avance pas, elle reste figée par la peur, droite, et le courant passe entre ses pattes. Elle regarde par terre, elle ne soulève plus la gueule, elle regarde par terre. Elle s'efforce de regarder l'eau couler, elle est comme figée par la peur à regarder l'eau. La profondeur est petite, il n'y a presque pas d'eau qui touche ses pattes. Il n'y a presque pas d'eau qui touche ses pattes et ses sabots. La profondeur est petite. On peut y apercevoir que l'entièreté de la rive est vide, qu'il n'y a aucun poisson, qu'il n'y a que des roseaux qui sont presque morts, que les feuilles sont noires et que les côtés c'est de la tourbe noire grumeleuse, celle sur laquelle j'ai marché qui entoure ma maison. Je me mets alors à marcher seul, elle reste figée là, et l'enfant lui grimpe à l'arrière. L'enfant lui grimpe à l'arrière, gardant toujours son bras en extérieur qui laisse couler le sang. Il lui grimpe à l'arrière, s'accrochant à elle et s'agrippant à elle d'une seule main. Elle ne bouge pas, elle n'a même pas le réflexe que tous les chevaux auraient. Elle n'a même pas le réflexe que tous les chevaux auraient, c'est-à-dire de râler, de s'énerver et de mettre ses pattes arrière vers l'avant pour pouvoir éjecter la personne qui est à l'arrière. Elle n'a même pas ce réflexe, elle se laisse faire, de peur, de panique, elle se laisse faire. Je la regarde et j'ai peur pour elle, je me demande si je ne ferai pas demi-tour pour aller la chercher. Finalement elle n'a même pas ce réflexe, et je me dis, apprendre ou à laisser. Cette expression me paraît violente, mais bon, c'est quand même de ma vie qu'il s'agit. Je pars et je m'en vais.
Je suis triste pour cette jument, je suis triste pour elle. Elle n'a même pas eu le réflexe de protection qu'aurait eu un cheval, c'est-à-dire mettre ses pattes arrière en avant, pour pouvoir éviter que quelqu'un ne lui grimpe par l'arrière. Cet enfant l'a fait, et une fois sur elle, je vois qu'il pose sa main plein de sang sur son pelage blanc. Son pelage blanc sur le côté, depuis sa patte avant gauche, devient rouge de sang. Il laisse son bras contre son cœur et bat son chemin. Il bat son chemin et laisse son bras contre son cœur, contre sa poitrine et contre sa jambe avant gauche, qui est aujourd'hui couverte de sang. Le cheval tombe et s'effondre avec lui, le jeune enfant continue à marcher vers le barrage et s'élance dans le vide. Je me rends compte et j'arrive. J'arrive et je me rends compte que ces personnes, ces choses, ces ombres, portent les masques comme des images du passé. J'arrive et je me rends compte au bord des gorges du lac que ces personnes, ces choses, ces ombres qu'on peut déjà appeler personnes car elles font partie de notre monde désormais, portaient ces masques comme des identités, comme si elles étaient quelqu'un d'autre pour nous faire passer pour des personnes qu'on ne pense pas être. Elles portent ces masques comme des identités, des images. C'est volontaire et je les regarde. Il y en a une qui s'approche de moi et par terre je vois qu'il y a quelque chose qui se construit avec une racine. Avec une racine, il y a quelque chose qui se construit par terre, avec de la tourbe et avec de la terre. Je vois qu'il y a quelque chose qui se construit. Je me mets accroupi, les genoux fléchis, les jambes fléchies, les mains sur les genoux, je me mets accroupi. Je vois qu'avec la tourbe qui est un peu plus dense que la terre, avec la terre qu'il y a sur le côté, cette terre noire grumeleuse, plongée dedans, il y a une racine qui est en train de construire quelque chose, comme si quelqu'un était en train de façonner avec du bois. Comme si quelqu'un était en train de façonner un masque avec du bois, avec une gouge et avec un appareil. Comme si quelqu'un façonnait un appareil avec une gouge. Eh bien, il se façonne dans le sol. Dans le sol se façonne un masque, avec la tourbe qui est un peu plus dense que la terre grumeleuse et noire qui entoure ma maison. Toutes les racines viennent à avancer vers la maison. Dans la terre, je vois que toutes les racines de tous les arbres autour de moi, qui étaient limitées à juste quelques arbres autour de la maison, viennent à avancer et commencent à entourer la porte de la maison. Ils se mettent tout autour des murs et des parois de la maison. Et là, je vois ce masque qui est façonné, présenté devant moi entre deux racines. Présenté devant moi entre deux racines. Il y en a une contre la porte, attachée à la fenêtre et accrochée par en dessous. J'ai l'impression qu'elle passe et qu'elle bifurque sur le côté, et qu'elle passe par en dessous de ma maison. Elle est en dessous de ma maison, j'ai l'impression qu'elle passe par en dessous, qu'elle a bifurqué sur le côté et qu'elle tient le masque vers moi. Le masque est vers moi de l'intérieur. Le masque est vers moi de l'intérieur, je le tiens, je le prends. La troisième qui passe en dessous de celle qui a bifurqué vers l'intérieur de ma maison, en dessous du parquet. Je ne sais pas ce qu'elle fait à l'intérieur, la maison est fermée et il y a une coupure de courant. J'entends la police arriver, je me retourne. Le masque est retourné vers moi. La personne, l'ombre qui porte ce masque comme une identité ou comme une image, me la présente et prend le masque à ma place. Je le porte et je le mets. Tout autour de moi, il y a plein d'identités, plein d'images, plein de photos, dont un corps par terre dans un linceul. Seul le bras dépasse avec une aiguille dans la main. Je suis dans une petite ruelle. Il y a plein de fantômes autour de moi. J'appelle ça les fantômes, fantômes noirs. J'appelle ça des ombres. Et je prends ce masque identitaire que je mets sur moi. Je regarde toutes les autres identités et toutes les autres photos qui se présentent à moi. Car ces ombres, ces fantômes noirs et identitaires, prennent ça et portent ça comme des masques, comme des identités, comme des personnes à part entière d'une famille, ou alors encore comme une image du passé. La femme avec l'ombrelle réapparaît, prend mon bras et d'un geste, elle met ma main devant l'identité, devant le masque de quelqu'un, d'une ombre. Elle met ma main devant le masque, je ne le touche pas, mais je ne le touche pas, mais je suis à mi-chemin de le toucher. Je suis à mi-chemin de toucher son masque et elle met juste ma main, protégée par la sienne, devant l'identité et devant le masque de quelqu'un. Comme si je devais le prendre, je le prends et c'est le visage de ma mère qui tombe.
Je prends son masque, c'est le visage de ma mère qui tombe par terre. Devant moi, l'ombre n'a pas de visage, mais disparaît en poussière. Derrière apparaît alors quelques ombres les unes après les autres, qui sortent du sol, qui se présentent à eux alors une identité, un masque. Elles les ramassent toutes et mettent alors ce masque qui est à chaque fois le visage de ma mère. Elles disparaissent et je suis dans cette ruelle. À côté, il y a ma mère dans un linceul, recouvert de photos que je pensais être celles qui étaient les miennes quand je les voyais. Quand je les voyais, c'étaient des photos où mon père m'élançait dans les airs, me rattrapant ainsi contre lui, contre son torse. C'étaient des photos où je courais dans les chantiers et où ma mère était en train de tendre les bras vers moi, les genoux accroupis par terre. Les genoux accroupis par terre, elle tendait les bras et j'étais en train de courir dans les sentiers. Un sentier qui était en chantier, il y avait une construction derrière. Elle était accroupie par terre, dans la terre, et dans la terre un peu plus dense, la tourbe. Ses genoux étaient noirs et elle les essuyait, en effleurant ses mains légèrement sur ses cuisses. Ainsi, je pouvais voir qu'elle avait sali son jeans et moi je courais vers elle et elle tendait ses bras. Mon père était à côté et nourrissait les chevaux. Il y avait une autre photo où j'étais avec lui et je marchais. On était tous les trois et lui était en train de m'élancer en l'air, me rattrapant ainsi contre lui. Je regardais ces photos et j'élance les photos sur les côtés. Je regarde le visage de cette femme, c'est le visage de ma mère. Je comprends donc pourquoi l'identité qui a été prise par ce fantôme noir, que je considère aujourd'hui ces fantômes noirs comme étant quelque chose qui serait transidentitaire. Je considère aujourd'hui ces fantômes noirs comme étant quelque chose qui serait transidentitaire et qui prendrait le masque comme une photo pour pouvoir m'éclairer sur mon passé. Ils étaient venus là pour m'aider, pour me faire rendre compte de ce que j'avais fait. J'avais fugué, j'étais parti. Voulant ainsi fuir mon passé, il fallait mieux que je le garde tel quel. Ces fantômes, ces ombres, et cette femme noire de peau noire, mate, avec une ombrelle, ces fantômes transidentitaires, tous, prennent alors les masques les uns après les autres, et les déposent en file indienne dans un feu de bois. Il prend feu derrière moi, je suis sur la banquette arrière de la voiture de la police, et je regarde tous ces fantômes transidentitaires, ces ombres, disparaître. Ma maison commence à reprendre lumière à l'intérieur, je vois que les lampes se réallument les unes après les autres. Les uns après les autres, je vois les fantômes disparaître, partir en fumée. Il n'y a plus que de cendres devant le feu de bois. Les masques sont tous brûlés, et à l'intérieur de la maison, chaque pièce redevient lumière. La lune tout d'abord éclaire et passe au travers des vitres qui ont été essuyées et lavées par la pluie que je peux encore sentir sur mes mains qui sont humides, pluie que je peux voir sur les vitres de la voiture, s'écouler sur le long du pare-choc et partir de derrière sur le coffre. Pluie que je peux voir, pluie que je peux entendre car elle frappe contre la paroi de la voiture. À l'intérieur de ma maison, j'ai l'impression que tout se rallume. Je sens comme une petite flamme à l'intérieur de moi qui se rallume elle aussi. Je n'ai plus froid au milieu du torse. Je n'ai plus froid au buste. Je n'ai plus l'impression d'avoir cette main qui me regarde. Cette main sur moi. Je suis sorti de la voiture et je suis retourné sur le chemin de terre. De dalles fissurées et fendues. Ce chemin de terre est de dalles fissurées et fendues. Je suis retourné dessus et j'ai marché. Quelques dalles étaient ciselées à même un dessin qu'il y avait dessus. Il y avait des écrits qui avaient été gravés au couteau, et juste à côté il y avait des plantes mortes. Je me suis souvenu que la première fois que j'ai marché sur ces dalles, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de récit qui avait été écrit, encore moins de signature ou de nom de personne. Elles n'étaient pas fissurées, elles étaient correctement mises les unes à côté des autres. Elles étaient correctement mises les unes à côté des autres, mises sur la terre, et rien qu'avec l'eau, l'humidité et la pourriture, cela faisait rentrer la terre et faisait rentrer la pierre dans le sol. Elle se maintenait ensuite droite, et je me souviens que par les temps de sécheresse, dans cette maison, les dalles se resserraient, se fissuraient et je les entendais craquer, grincer, se resserrer les unes contre les autres. Les cailloux et les roches qu'il y avait entre étaient enterrés dans l'humidité, dans l'eau et dans la poussière, la terre qu'il y avait à l'intérieur de cette tourbe. La tourbe un peu plus dense que la terre, qui était en train de resserrer les dalles comme du ciment. Comme du ciment, les dalles
était resserrée par la tourbe un peu plus dense. Un dimanche, je suis sorti. La tourbe resserrait les dalles, comme du ciment. C'était un dimanche. Et je suis sorti dans la forêt, j'ai vu quelqu'un. Une femme. Il y avait cette femme, une femme noire. Elle laissait retomber ses poignets très légèrement. Elle avait une jambe en avant et une autre jambe pliée sur le côté, posée sur un caillou, un rocher. Posée sur un rocher, un caillou sur le côté, elle avait posé sa jambe qui avait été pliée, par-dessus sa jambe qui avait été pliée par-dessus, et qui avait été mise en avant. Son pied était en pointe et en flèche, juste en avant devant elle. Elle regardait la pointe de son pied, et étirait un bas qui était blanc, un bas en daim, qu'elle étirait par le devant. Elle étirait ça le long de son pied, de sa jambe, et elle l'étirait jusqu'à mi-cuisse. Jusqu'à mi-cuisse, elle l'étirait. Quand elle l'a lâché, elle a passé ses deux bras. Elle les a croisés et m'a regardé. Elle a tourné la tête aussi vite que je puisse battre d'un cil. Aussi vite que je puisse battre d'un cil, elle a tourné la tête. C'est là que je l'ai vue, relâcher le bas qu'elle avait monté jusqu'à mi-cuisse. À ce moment-là, elle a disparu. Un arbre est tombé juste devant. Cela m'a saisi, et comme un dimanche, les dalles étaient resserrées par la tourbe dense qui était un peu moins claire. Cette tourbe dense qui était un peu moins claire que la terre, cette femme a disparu, et c'était un dimanche que j'ai eu peur, que j'ai commencé à savoir que des choses se passaient. Le soir, où j'avançais à l'aveugle, où je perdais de temps en temps l'équilibre et que je rampais à terre, qu'il y avait une coupure de courant, j'entendais des voix autour de moi. Et cette femme, je l'ai retrouvée dans le sol, après avoir arraché le plancher, morceau par morceau. Après avoir arraché le plancher morceau par morceau, après avoir enlevé les plaques qu'il y avait sur le sol, les plaques en bois. Après avoir enlevé morceau par morceau les plaques en bois, les avoir enlevées une à une, et avoir enlevé les dalles de terre qu'il y avait en dessous, sur moi, il y avait de la terre qui tombait. Il y avait de la terre qui tombait sur moi, par-dessus le plafond. Par-dessus le plafond, il y avait de la terre qui tombait. J'ai levé les yeux et il y a de la tourbe un peu plus dense que de la terre qui est tombée dans mes yeux. Je me suis essuyé la tête, essuyé le front avec mes mains. J'ai regardé, en palpant avec mon index, mon majeur et mon doigt. Je palpais la terre très légèrement, comme de la poussière lorsqu'on met son doigt et son index, ou encore son majeur dessus, et qu'on regarde s'il y a de la poussière et que notre doigt est gris, juste le bout de notre doigt, de notre index. Eh bien, je palpais la terre que j'avais sur moi, et je m'essuyais les yeux. Je m'essuyais le visage. J'ai été jusqu'à l'évier, j'ai fait couler de l'eau chaude, en attendant que la vapeur grimpe jusqu'au plafond. En attendant que la vapeur grimpe jusqu'au plafond, j'ai attendu. Il faisait vraiment très chaud à l'intérieur, au point qu'il y ait un petit nuage de fumée au-dessus de moi. Le ciel qu'il y avait au-dessus de la maison se déchirait. Il se délectait de me voir brûler, brûlé par l'eau chaude que j'avais dans le gant de toilette que j'avais en main. J'avais mes mains en creux et à l'intérieur des paumes de mes mains. À l'intérieur des paumes de mes mains, j'avais mes mains en creux. Je mettais l'eau sur mon visage et je m'essuyais. Je voyais de la vapeur s'émaner de mon fumet. Je voyais de la vapeur s'émaner de mon visage, comme une fumée qui s'émanait de mon visage. J'ai regardé au travers de la vitre, et il y avait mon fumet derrière moi. Mon fumet, c'était mon livre. Je l'avais appelé comme ça. Je l'avais appelé mon fumet. Je voyais mon fumet qui était posé à côté de moi. Et je regardais ce livre. C'était ma maison, mon lieu de vie, et c'était une fumée qu'il y avait autour qui était en train de se disperser et de faire apparaître des choses. Est apparu alors sur mon fumet le livre que j'écrivais. Une petite lumière intense est apparue juste sur le livre, sur le titre, sur le M qui avait été écrit en grand, en gras et en majuscule. Il avait été écrit en grand, en gras et en majuscule, est apparue une petite lumière intense. Je me suis demandé à quoi est-ce qu'elle faisait référence, cette lumière, au travers du noir que je ne voyais pas.
au travers du noir que je ne voyais presque pas, et je perdais l'équilibre, je n'arrivais même plus à me mettre debout. Lorsque je me relevais, je retombais. J'avais beau mettre ma main sur le sol pour me relever, plier les jambes, et pour pouvoir me relever, me maintenir sur un mur, je ne savais même pas si c'était un mur ou une armoire, un tiroir ou encore un étagère. Je ne savais pas. J'étais perdu, j'étais pétrifié et j'avais peur. À l'intérieur du noir, il y avait cette petite lumière que je fixais. Je me fiais à elle pour savoir où était le nord, le sud, l'ouest et l'est. Les points cardinaux, c'était pour moi cette petite lumière. Mais cette petite lumière n'était rien d'autre que l'ancienne petite veilleuse qu'il y avait dans ma chambre, qui venait de temps en temps éclairer les ténèbres qui me pétrifiaient quand j'étais jeune dans mon lit. Je me souviens que quand j'étais jeune dans mon lit, j'entendais déjà des voix, je voyais déjà des visages dans le noir. Pour moi, le noir me paraissait familier. Je voyais déjà des visages, j'entendais déjà des voix, et tanguait au-dessus de moi l'entièreté de mon plafond. L'entièreté de mon plafond tanguait déjà autour de moi, les murs bougeaient, et de temps en temps j'entendais des trucs, des choses, des voix, des souffles d'air, ou peut-être j'expliquais ça comme étant quelque chose, un truc, une chose, qui n'a pas nécessairement de nom. C'était tangible et je les entendais autour de moi. Un souffle d'air, une respiration, une expiration. Parfois c'était même le chuchotement d'une lèvre contre une autre. Parfois c'était le chuchotement d'une lèvre contre une autre, d'une personne qui parle, un sourire ou alors peut-être quelqu'un qui m'observe, juste le clignement ou un battement de cils. Un battement de cils ou alors le signe qu'un papillon vient de battre des ailes. Ça équivalait à ça. Ça équivalait au fait qu'il y avait un papillon qui battait des ailes à l'autre bout de la terre, et que moi je battais des cils, et qu'en un fragment, j'entendais quelque chose vibrer autour de moi. J'entendais les murs trembler, bouger, j'étais pétrifié dans le noir. Et tout ça grâce à cette petite lumière sur mon fumet, mon livre. Je l'ai regardé, et s'est mis devant moi 2 yeux brillants et pétillants dans la nuit. Pétillants et brillants dans la nuit, 2 yeux sont apparus devant moi. Je pensais que c'était une ombre que je pouvais percevoir, je pouvais enfin voir leur vrai visage, plus sous la forme d'un masque, une identité. Mais je me suis regardé dans la glace et derrière moi, il n'y avait que mon chien noir. Il n'y avait que mon chien noir derrière moi. Je l'ai regardé et Courage s'est assis à côté de moi. C'était ses yeux, quand j'ai mis ma main en dessous de ses oreilles, j'ai senti son pelage qui était froid, mouillé, comme s'il venait de dehors, et je sentais un courant d'air froid, glacial rentrer à l'intérieur. La porte était ouverte, mais je ne l'avais pas remarqué, car il faisait aussi noir à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, il faisait tout aussi noir. Je n'avais pas remarqué la porte ouverte ou porte laissée ouverte. Il venait de sortir, ou il venait peut-être de rentrer, mais il était là en face de moi et j'avais ma main sous son oreille. Je le caressais, et j'entendais sa respiration, et j'avais l'impression de sentir sa tête appuyée contre ma cheville. Son museau qui était appuyé contre mon pied, contre mon talon d'Achille. Il se reposait, et peut-être que c'était lui. J'en avais tout l'impression, ça m'avait tout l'air d'être lui. Je le sentais baver le long de mon pied, je sentais la bave de chien. Le long de mon pied, c'était humide, comme si j'avais encore les pieds trempés dans l'eau. Comme si j'étais toujours dans mon bain chaud que j'avais fait couler. Comme si j'étais toujours dans ce bain chaud que j'avais fait couler. Eh bien, je sentais l'humidité de la bave de mon chien qui était en train de se reposer. Il se reposait et s'endormait. Finalement, j'ai pris conscience que ce n'était pas mon chien, mais que j'étais dehors. J'étais dehors et que j'avais avancé beaucoup trop loin. J'avais pris le temps d'avancer beaucoup trop loin. J'avais avancé beaucoup trop loin dans la forêt. Et ce que je sentais comme humidité, comme bave que je pensais être celle de mon chien sur le bord de mon talon d'Achille, ce n'était rien d'autre que l'eau. Ce n'était rien d'autre que l'eau. L'eau qu'il y avait sur les côtés, l'eau de mes pieds qui était trempée dans la flaque que j'avais en face de moi. J'étais assise, les 2 jambes en avant, les pieds en pointe vers l'avant, les pieds joints et les pieds en pointe vers l'avant. J'étais assis, les pieds dans une flaque,
et c'est cette humidité que je sentais le long de mon talon d'Achille. Je regardais ensuite sur les côtés, et je n'apercevais que très peu de choses, mis à part le noir, peut-être le bord des arbres, éclairé par la lumière infime et blanche de la lune. Il n'y avait que ça, le bord des arbres, éclairé par la lumière infime et blanche de la lune. J'entendais autour de moi les branches, les arbres, les troncs et les racines grincer. Je les entendais grincer, les racines, les troncs d'arbres, et aussi le sol que je sentais bouger. Il était comme en mouvement. J'avais l'impression d'être posé non pas sur de la terre et de la tourbe, un peu plus dense que la terre. Je n'avais pas l'impression d'être posé sur de la terre un peu plus dense que de la tourbe. Je n'avais pas l'impression d'être posé sur la terre noire qu'il y avait juste sur les terrains de ma propriété. J'étais posé comme sur un poumon. Je sentais une respiration, le sol qui se gonflait d'air. Je sentais le sol qui se gonflait d'air, qui remontait et qui redescendait. Il y avait comme un mouvement de respiration par rapport au sol, et mes pieds étaient trempés dans l'eau. J'ai réouvert les yeux, et le courant est réapparu dans la maison. Là, j'ai remarqué que j'étais sur le sol et qu'il n'y avait rien d'autre que moi sur le sol. Mon chien n'était même pas là. Il était à côté de moi, et quand je me suis reculé en mettant mes mains derrière moi et mes paumes sur le sol, quand j'ai mis mes paumes de main sur le sol, que j'ai mis mes mains derrière moi en arrière, que je me suis reculé de plus en plus, avec un mouvement des jambes qui passait de l'avant à l'arrière, j'ai mis mes paumes dans quelque chose de liquide, de chaud et de visqueux. Je me suis retourné, mon chien était éventré, allongé sur le sol, avec une lacération qui avait été aiguisée, qui avait été tranchée dans la chair. Il faisait encore tellement chaud à l'intérieur de son corps qu'il y en avait de la vapeur qui s'émanait et qui s'évadait de son corps. Il y avait de la vapeur chaude qui s'évadait de son corps et qui en émanait. Il y avait les viscères du chien qui étaient à l'air, son intestin, son foie, ses poumons, son cœur, tout ça trempé dans une mare de sang. J'ai relevé les mains vers moi et j'ai regardé mes paumes. Mes ongles étaient couverts du sang de mon chien. En dessous, il y avait de la tourbe un peu plus dense que la terre noire qu'il y a en face de chez moi. J'avais de l'eau aussi, et le sang tombait le long de mon avant-bras. Je regardais mon bras et je me frottais. Je commençais à avoir les réflexes de frotter mes doigts, entre mes doigts, frotter mes phalanges, frotter mes os, mes articulations, mes bras, frotter partout sur mes bras le sang de mon chien, comme si j'essayais de me camoufler de quelque chose avec le sang de mon chien. À l'intérieur, il ne faisait plus que noirceur et obscurité. Il ne faisait plus que noirceur et obscurité à l'intérieur. Je suis sorti, la police est venue me chercher. J'étais dans les gorges du lac. La police est venue me chercher. M'a mis une couverture chauffante et c'est là que je suis parti rechercher mon récit. J'ai vu ma camomille sur le côté dans une tasse qui était encore chaude. J'ai trempé mon doigt à l'intérieur. Elle paraissait encore chaude à la fumée qui s'en émanait et qui s'évadait de la tasse. Quand j'ai trempé mon doigt, elle était froide. J'ai retiré alors la tasse. Je l'ai versée. J'ai versé l'intérieur de la tasse. Je l'ai versé dans l'évier qu'il y avait juste en face de la fenêtre. J'ai versé le récipient et ce qu'il y avait à l'intérieur. La tisane, le thé que je m'étais préparé, je l'ai versé dans l'évier qu'il y avait juste en face. Et c'est là qu'ensuite je suis parti, en laissant tomber la tasse derrière moi qui s'est brisée en de millions de petits fragments. Je ne l'ai pas regardé, juste peut-être le ticket de thé qui était tombé par terre. Les millions de petits fragments me paraissaient imperceptibles, invisibles à l'œil nu. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai entendu un écho comme quoi la porte s'était fermée à l'intérieur. Toutes les fenêtres sont tombées comme si elles étaient encore ouvertes. Elles sont tombées en fermant les fenêtres derrière. Les loquets à l'intérieur se sont refermés. Ma maison était close et les fenêtres sont tombées pour se refermer vers l'intérieur. Il n'y avait plus personne à l'intérieur, mis à part le cadavre et la fumée qui s'évadait de son corps, le cadavre de mon chien. Mis à part le cadavre de mon chien, il n'y avait que la fumée qui s'évadait de son corps et que la chaleur de son corps qui réchauffait encore plus la pièce. Moi, j'étais déjà dehors, au bord des gorges du lac. Un policier s'est approché de moi. Je lui ai demandé s'il avait vu ce visage dans l'ombre, il m'a dit non. Je lui ai demandé s'il avait vu
Et s'ils savaient que cette maison avait été construite sur un cimetière ancien de guerriers? Il m'a dit non plus, il ne le savait pas. Je ne savais pas que cette maison, cette propriété, avait été achetée, avait été faite, avait été fabriquée par-dessus un cimetière de guerriers, de militaires, qui avaient tous été tués, des militants et des militaires qui avaient été tués. Mon chien s'appelait Espoir. Et mon cheval s'appelait Espoir. Mon chien, lui, s'appelait Courage. J'avais un perroquet, un hara, qui s'appelait Trois. J'avais un hara qui s'appelait Trois. J'avais un chien qui s'appelait Courage. Et j'avais un cheval qui s'appelait Espoir. J'en avais un autre qui est mort, qui s'appelait Western. Je me suis rendu compte alors que Western était formellement le cheval que j'avais apprivoisé. Western était le cheval que j'avais apprivoisé. Le cheval noir, Espoir, c'était l'espoir qui me poursuivait dans cette maison, que je puisse peut-être y survivre et trouver une manière de vivre. Mon chien, c'était Courage, le courage que j'avais mis en jeu sur un plateau d'échecs afin de survivre. Mais je savais que c'était perdu d'avance, car c'était le jeu des échecs. Donc mettre mon courage en avant, avancer mon courage d'un pion sur le plateau d'échecs, c'était comme déjà perdre par rapport à ce qui s'est passé dans cette maison. J'avais un hara noir qui s'appelait Troie. Troie, ça m'a rappelé le cheval de Troie. J'ai regardé la maison une dernière fois. Une seule pièce s'est allumée, ma chambre. La fenêtre s'est fermée et a laissé tomber le volet. Le verrou s'est refermé de l'intérieur. J'étais peut-être déjà dans la voiture de police, tétanisé, terrorisé, terrifié, et j'avais pourtant entendu l'écho du loquet de la fenêtre se fermer de l'intérieur. La voiture a poursuivi son chemin. Il a tiré le frein à main vers l'arrière quand on s'est arrêté sur le côté, m'a regardé en tournant son regard vers moi. J'ai pu apercevoir très légèrement son sourire, l'homme qui conduisait, le policier à côté de moi, a alors laissé entrer une dame. C'était la dame noire, la dame à la peau noire. C'était la dame à la peau noire. Il y avait un homme dehors, à la peau pâle, qui nous regardait. La dame à la peau noire est rentrée, a dit merci bien. Elle s'est assise à côté de moi, m'a regardé, c'était une ombre imperceptible, encore une fois, elle n'avait pas de visage, y compris peut-être seulement son visage, qui était ses pommettes, qui étaient peut-être un peu translucides que j'apercevais. Son nez et peut-être sa bouche, mais très légèrement. Imperceptible, et s'est assise à côté de moi, la femme à la peau noire, a fermé son ombrelle. Quand elle a dit merci, j'ai compris que c'était cette femme qui était venue chercher son mari dans ma maison. La première que j'avais vue, la première du cimetière. C'était la première du cimetière que j'avais vue. L'homme a démarré, a remis le contact, et j'étais parti avec mon roman. J'étais parti avec mon roman, mon fumet que je l'avais appelé. La dame m'a demandé de quoi ça parlait. Je lui ai répondu de vous, et là, la voiture a disparu dans la forêt. Nous ne sommes jamais repartis après le frein à main qui avait été mis. J'avais l'impression que les prochaines personnes à avoir regardé cette maison. J'avais l'impression que les prochaines personnes à avoir regardé cette maison, à tourner le regard vers elle. J'avais l'impression que la prochaine vendeuse à faire visiter à une famille cette personne, cette maison. Quoi qu'il en soit, j'avais l'impression que les prochaines personnes à tourner le regard vers cette maison, à tirer le frein à main, à s'arrêter, à se garer devant dans le parking, à espérer que ce soit la maison de leurs rêves. Une fois visitée, j'avais l'impression que ces personnes allaient peut-être trouver comme moi ce chat noir étrange sur cette femme morte qu'ils allaient peut-être trouver sur le parquet, sous le plancher, sur le parquet. Ces personnes allaient peut-être trouver, ils avaient peut-être trouvé, ou ils allaient peut-être la trouver plus tard, cette femme, dans le parquet, sous le plancher, en ayant enlevé chaque latte qui avait été mise, chaque latte de bois sous le plancher, en dessous du parquet. Peut-être qu'ils allaient trouver cette femme comme moi, cette femme qui était intacte, morte, mais en même temps vivante, cette femme qui me ressemblait. Peut-être allait-elle leur ressembler à eux, ou allait-elle ressembler à la seule femme qu'il y avait dans cette famille. Mais étrange de voir cette femme,
Étrange de voir cette femme qui porte un masque comme une identité, et qui s'approprie l'identité des personnes qui habitent cette maison. Je me dis que peut-être les personnes les prochaines à arriver allaient trouver cette femme et son chat étrange sur elle. Peut-être allait-elle la trouver sur elle, son chat étrange, qui était en train de dormir mais qui n'était pas totalement mort. Il avait peut-être sombré dans une folie et avait peut-être déversé son dernier souffle comme il avait déversé sa dernière promesse et sa dernière larme de sang. Sur sa maîtresse, étrange, le chat noir, était dessus, posé, versant sa dernière larme de sang, versant ainsi son dernier miaulement. Il s'est donc étalé sur elle. Allongé, il a fermé les yeux, et c'est la dernière fois que ses moustaches ont remué. C'est la dernière fois que ses pattes se sont étirées et se sont étendues. C'est la dernière fois que sa queue et que son pelage a été caressé à sens contraire, et c'est la dernière fois qu'il a bougé. Étrange s'est installé à côté d'elle, a sombré dans la folie, dans la démence, avant de verser une larme de sang, et de bouger ses moustaches et ses yeux fermés pour la dernière fois. Allait-il trouver cette femme comme moi sous le plancher? Peut-être que oui, allait-elle s'approprier la vie de ces personnes? Peut-être que oui, allait-elle s'approprier la vie de ces personnes et leur identité à travers un masque. Paradoxalement, je pensais aussi au nom du chat, étrange, comme l'effet qu'il y avait dans cette maison.